Tu vois, j'ai un ami qui a hérité, qui a 30 millions d'euros à peu près. Et du coup, lui, c'est la gouvernance de la succession du père et la gouvernance du family office familial. Et ça le stress. Il y a plein de gens qui ont créé des boîtes et qui n'ont pas les compétences, qui n'ont pas la personnalité, qui sont pas combatifs, qui savent pas vendre. Faut apprendre à vendre, les gars. En France, on ne sait pas vendre. Mon père, il investissait pas. Jusqu'à que j'ai 9 ans, tu vois, il investissait pas. Après, il est mort, donc j'en sais rien. J'avais pas d'exemple. J'ai pas de frères et sœurs, donc tu vois, c'était chaotique. Je me retrouve dans cette école de commerce. Je savais rien faire professionnellement. J'avais des potes dans les cryptos à fond. Ils se voyaient déjà milliardaires, les mecs. Ils disaient, ouais, je vais acheter cette Ferrari. Là, regarde déjà les voitures et tout, la maison et tout. Côté de ma gueule avec mes parkings. Ils me disent, ouais, t'as des parkings dégueulasses, là. Et ces mecs-là, je les entends plus. Quelle a été la décision la plus smart que tu as pu faire dans ta vie? La première, c'était de commencer à... Bienvenue dans l'épisode Smart Talks, le podcast des entrepreneurs et investisseurs. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Alexandre Lacharme qui va venir nous parler de son parcours très inspirant. Alexandre, comment vas-tu? Salut, merci de me recevoir. Je vais très bien, et toi? Eh ben, écoute, moi je vais très très bien. Merci de t'être déplacé pour venir aujourd'hui nous partager ton expérience, une expérience qui est juste folle à travers différents domaines. Donc on va parler d'immobilier, mais aussi d'investissement dans les startups et on va aller voir des choses encore plus au-delà. Que tu as écrit des livres. Donc aujourd'hui, tu as sorti ton deuxième livre depuis maintenant 2 mois, qui est très intéressant, qui parle exactement, qui fait vraiment partie du domaine dans lequel on est. Donc sur l'investissement et l'éducation financière, on va revenir dessus. Avant tout, écoute, je vais te présenter. J'ai préparé une petite présentation sympa pour essayer de ne rien oublier. Et après, je te laisserai la main. Ça te va? Ça me va. Eh bien, écoute, aujourd'hui, on a le plaisir de t'accueillir. Donc tu es entrepreneur, tu es auteur, mais aussi investisseur. Et surtout, un homme qui a su transformer un actif qui est beaucoup trop négligé en fait une vraie machine à cash. On est vraiment ravis de t'avoir ici. En fait, tu incarnes vraiment un mindset qu'on adore chez Smart Investment. C'est que déjà, tu as la vision. Ensuite de ça, tu as une discipline et tu sais exactement où tu vas aller. Et tu as une très, très grosse aussi créativité qui te permet de développer pas mal de choses. Et je trouve ça vraiment très pertinent, surtout que tu t'es développé dans l'immobilier et encore plus particulièrement dans les parkings. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai eu cette révélation sur les parkings il y a déjà quelques années parce que j'en détiens aussi et je loue ça. Et c'est vrai que c'est beaucoup trop souvent, c'est très sous-coté. Mais on va voir comment tu as pu exploiter ça et avoir des effets de levier très intéressants. Tu es donc l'auteur aussi du livre Investir dans les parkings pour créer sa liberté financière et surtout d'un autre livre donc, que tu viens de sortir, on l'a évoqué dans quelques instants, tu pourras en parler juste après. Aujourd'hui, enfin surtout depuis 2013, tu t'es construit un portefeuille approchant les 100 parkings que tu as su optimiser, diviser et rentabiliser comme peu savent le faire. Et derrière cette réussite, il y a aussi une vraie histoire qui est faite de galères, de choix très malins, très astucieux et surtout de convictions solides. Alexandre, bienvenue à toi dans Smart Investment. Merci, je suis très touché par ta présentation, je te le dis. C'est rare d'avoir des présentations comme ça. Elle est vraiment, vraiment juste et je suis très touché. Trop bien, merci beaucoup. Alexandre, tu as eu un parcours où tu as été commercial. Tu as aussi eu beaucoup de petits boulots, qu'on va dire des boulots alimentaires, jusqu'à un moment donné avoir une révélation où tu as commencé à te pencher dans l'investissement et plus particulièrement dans les places de parking. Comment ça t'est arrivé? Raconte-moi ce parcours, dis-moi en plus. Écoute, j'étais commercial en alternance, donc j'ai fait, c'était atypique parce que j'avais fait un bac littéraire et ensuite j'avais fait une école de commerce en alternance, 5 ans. Parce que maman avait pas 10 000 euros par an à mettre. Et du coup, c'était financièrement, c'était pas possible de faire l'initial. Donc moi, ça part déjà de ça, tu vois, de cette douleur déjà dès le début. Il y en a eu d'autres avant d'ailleurs, mais c'est de dire, l'école de commerce, c'est bien, mais je fais partie des gens qui font de l'alternance parce qu'on peut pas payer l'école en initial. Et puis après, le côté expérience, etc., venir après. Mais bon, je suis pas du genre à me plaindre, donc c'était complètement OK. Et c'est pas grave si j'ai pas fait d'Erasmus. Et du coup, je me retrouve dans cette école de commerce. Je savais rien faire professionnellement, tu vois. Vraiment, j'avais pas encore investi. Et donc, on me dit, il faut que tu trouves une entreprise. Et je trouve une entreprise et je suis commercial. Et la première expérience, c'était vendre des photocopieurs à Créteil, dans le 94. Et il fallait que je vende des photocopieurs en porte-à-porte. Waouh, c'était super dur. Et donc, je commence là, si tu veux, c'est ça le démarrage. C'est comme apprenti commercial en alternance dans le cadre d'une école de commerce qui a fermé d'ailleurs, qui s'appelait Novantia Business School, qui a été absorbée par le SCP, qui est une autre école de la Chambre de commerce de Paris, tu vois, qui a une marque plus forte, donc ils ont absorbé le campus et la marque.
Et je commence comme ça, et à un moment, je me dis, c'est tellement dur d'être commercial. Pour ceux qui font quand on est entrepreneur, on est tous commerciaux, mais quand tu vas faire de la prospection, aller chercher des clients, le stress, la peur, tu vois, moi j'étais timide à l'époque. Alors c'est difficile de s'imaginer ça maintenant avec plus d'années où j'ai plus confiance en moi et tout. Mais à l'époque, ouais, j'étais pas bien, quoi. Enfin, quand j'étais au téléphone et tout, franchement, je transpirais, quoi. Et les chemises, il fallait en acheter beaucoup. J'en avais une dans le sac de rechange, j'en avais 2 par jour le matin, tu vois. Okay, tellement j'étais stressé. Et après, je te raconterai par la suite, mais j'ai découvert les parkings. C'est ce qui m'a sauvé, quoi. Et comment ça s'est fait cette transition? Alors déjà, oui, c'est vrai que tu avais été commercial. Bon, par contre, je pense que ce métier t'a beaucoup formé et forgé sur certains aspects. C'est le meilleur métier. Tu étais confronté à toi-même, en fait, finalement. À moi-même. Et surtout, tu as fait du porte-à-porte, ce qui est, je pense, même le truc le plus compliqué. Ça n'existe plus, je pense, aujourd'hui. Hein. Ouais, ça n'existe quasiment plus. Quasiment plus. Il faut savoir créer le besoin à un moment donné où la personne n'a absolument aucun besoin. Il n'y a pas de besoin. Tu crées le besoin. Moi, c'est ce qu'on m'a appris. On m'a dit, je dis, mais attends, ils ont pas besoin. Il me dit, mais il faut que tu crées le besoin. Donc, il y a un photocopieur dans un cabinet d'avocat. Va leur dire qu'ils vont gagner 10 centimes ou 3 centimes par photocopie. Crée un besoin. Invente un besoin. C'est ça. C'est dur, hein. Quand t'es quelqu'un d'humain, c'est dur, ouais. Ouais, c'est compliqué, oui, forcément. Et comment s'est fait cette transition vers l'investissement? Est-ce que déjà tu as reçu une éducation financière de plus jeune âge? Pas du tout? Non, rien. Ma mère, elle n'investit pas. Elle sait entreprendre, elle est très forte dans le business, mais elle n'investit pas. Mon père, il n'investissait pas. Jusqu'à l'âge jusqu'à que j'ai 9 ans, tu vois, il n'investissait pas. Après, il est mort, donc j'en sais rien. Mais j'avais pas d'exemple. J'ai pas de frères et sœurs, donc c'était chaotique. C'était compliqué. Mais c'est ça qui m'a bougé. Mais j'avais pas d'exemple. Okay. Tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la chance et qui ont des parents qui leur... Moi, j'ai rencontré des gens comme ça, des parents qui leur donnent, tu vois, 20 000 d'un côté, maman 20 000, quand ils peuvent, hein. Papa 20 000, la grand-mère, la donation, le truc. Moi, il n'y avait rien de tout ça. Donc, je partais de zéro. Je gérais très mal mon argent. J'étais très dépensier. J'adorais acheter des vêtements de marque. J'adorais acheter des beaux ordinateurs, je sais pas, il fallait que tout soit bien, tu vois. Je voulais le top quand j'achetais des paires de chaussures. Je voulais les meilleurs, je voulais tout mieux, quoi. Et à fond dans l'apparence. Mais ça suivait pas financièrement, quoi. Ça suivait pas du tout. Bien sûr. C'est aussi parce que je pense que tu te laisses aller par la société de consommation qui veut ça. Et tu vois, maintenant, je suis en short, donc je m'en fiche maintenant. Mais c'est vrai que j'étais un peu là-dedans. Ouais. Et comment ça s'est fait, cette transition? Du coup, à quel moment tu commences à comprendre l'investissement, à savoir déjà que ça existe et que tu peux en faire quelque chose? Écoute, c'est au moment où c'est très dur en alternance, où je devais gagner 1 000 €, quoi, 1 200 avec les coms. Et je me dis, je vais pas faire ça toute ma vie parce que c'est trop usant. Tu vois, c'est des journées trop difficiles. C'est le matin, on partait tard, etc. Et je me dis, il faut que je me forme, quoi. Donc à la maison, il n'y avait pas de formation. Et je commence à avoir la curiosité d'aller sur YouTube à l'époque. Alors, je te parle de ça en 2011-12. Ouais, 10, 11, 12, je commence à regarder. 2010, 11, 12, il y avait très, très peu de contenu sur les finances perso et sur l'IMO, locatif, etc. Gestion de patrimoine, tous ces sujets-là qui m'intéressent beaucoup. Sur YouTube, il y avait quelques livres, mais très, très peu, en français, parce qu'en anglais, je parlais très mal anglais. Mais je commence à trouver 2-3 créateurs et je creuse un peu, tu vois. Et je m'acculture à ça, j'écoute quelques podcasts, ça commence à arriver. Et je me dis, il y a un déclic, quoi. Il faut... Ah, en fait, on peut s'en sortir, quoi. C'est pas juste ton boulot qui va te permettre de générer de l'argent. Si tu peux aussi être intelligent, créer des revenus, créer du business, investir. Je commence à regarder la bourse à l'époque. Je commence à regarder un peu l'immobilier. Les cryptos, ça n'existait pas. Ça existait ou ça n'existait pas? Je crois pas. Pas encore. Ça a commencé en 2013. Voilà, donc c'était... on n'en parlait pas, en tout cas. Moi, j'en avais pas connaissance. En France, ça n'existait pas. Et donc, voilà, le déclic, il est là, en fait. Le déclic, c'est j'ai du temps à tuer. Tu vois, j'ai du temps à tuer. Je suis dans les transports le matin. J'ai 1 heure aller, 1 heure retour. Et faut t'occuper, quoi. Donc, je me dis, bon, je vais peut-être m'acheter un petit livre sympa. Tac, je le lis dans le RER. C'est utile, quoi. Je commence à... En fait, c'est le métier de commercial, ça m'a un peu matrixé. Ça m'a fait aimer l'argent. Okay. Tu vois, avant, j'aimais dépenser. Ouais.
mais j'aimais pas en gagner. Et quand tu commences à en gagner même un tout petit peu, tu vois, avoir un client, 2 clients, etc., tu prends goût à l'argent et tu commences à t'intéresser à ça, quoi. Bien sûr. Voilà. Tu prends goût à ces victoires-là, à un moment donné. Micro-victoire. C'est Tu des sais, micro-victoires. micro-victoire. Tu as gagné, je sais pas, 500 € avec un client, même moins. C'était dur, hein. Mais après, tu vas voir ton associé, ton pote ou quoi, et tu fais de ça. Bien sûr. Tu sais, tu prends un petit resto et tout, et bah, je commence à prendre goût à ça. Et après, vu que je suis assez... je suis pas compétiteur dans ma mentalité, mais je suis acharné jusqu'au boutiste, et je me suis dit, je vais être le numéro 1 dans le truc. Je veux vraiment tout casser, quoi. Incroyable. Et comment tu t'es dirigé vers j'allais dire cette classe d'actifs? Déjà, bon, l'immobilier, mais encore plus particulièrement dans les parkings. Est-ce que c'était par un manque de moyens à un moment donné? C'était la première chose qui t'avait venu à l'esprit où tu t'es dit, avec ce que j'ai, je peux commencer par ça? Ou est-ce que c'était une stratégie vraiment calculée où tu as vu en fait une rentabilité plus forte ou pas spécialement? Premièrement, manque de moyens, et après, j'ai vu la stratégie. Ok. Mais manque de moyens. Je suis à Paris en 2012. C'était déjà cher d'acheter un studio. Ouais. Je n'avais pas les moyens. En fait, j'étais en alternance. Bien sûr. Comment tu veux acheter un studio sans apport, Ouais. sans papa-maman, et avec un salaire de 1 000 € sur un contrat d'alternance à durée déterminée de 2 ans? Donc, une banque ne va te prêter 150 ou 200 000, alors que tu as un contrat d'alternance de 2 ans, tu n'as pas d'apport, tu n'as pas de garant. Enfin, on s'en fout des garants, mais en l'occurrence, ça peut quand même rassurer. Quand je dis garant, c'est d'avoir des garanties, d'avoir tes parents dans la banque, parce que ça, on n'en parle jamais sur Internet. Mais quand tu empruntes et que tu es jeune et que tu as papa, maman, l'oncle, machin, qui a de l'argent et qui est là, le conseiller ou la conseillère te regarde différemment que quand tu es solo, hein. Bien sûr. Une main devant, une main derrière, solo, c'est pas la même histoire. Donc moi, j'avais aucun collatéral, quoi, aucune garantie. Et je me dis, bon, c'est mort, en fait. Et après, je raconte toujours l'anecdote, mais je vais sur une appli, se loger, moins cher au plus cher, catégorie immobilier, tout confondu, cave, parking, appart. Et je tombe sur un parking dégueulasse dans le 18e où tu peux mettre une seule moto. Un tout petit truc, je le visite le soir même. Et 4 000 €, frais d'agence inclus 4 000 €, c'est véridique. Et bah, go, quoi. Je fais l'offre au prix. Ok. Je négocie pas, je me dis, je vais quand même pas négocier. Et je l'achète, et boum, en 2013, voilà, c'est le déclic, quoi. C'était vraiment le premier déclic. Cet achat-là, tu t'étais formé un peu en amont avant de le choisir, ou vraiment tu as fait le plus accessible selon mes moyens? Et je pense que c'est une bonne idée. Moi, je suis pas un mec qui me forme trop pendant 10 ans, c'est-à-dire que je bosse le truc, c'est-à-dire que je me renseigne, j'achète des livres, je regarde des vidéos. Après, je discute avec qui? Avec personne, parce que personne n'a investi dans les parkings autour de moi. Mais aussi, je sais agir quand il faut agir. Et ça, j'en parle souvent. Moi, je vois beaucoup de gens qui ont du mal à se lancer, à entreprendre ou à se lancer dans l'immobilier ou dans n'importe quoi, parce qu'ils ont le syndrome un peu de l'ingénieur informatique, quoi. Tu vois, ils sont tout le temps en train de réfléchir. En fait, ils intellectualisent trop la chose. Et à un moment, il faut y aller. Faut y aller. Donc, ok, t'as acheté le bouquin, t'as regardé des heures de vidéos, des trucs, t'as 4 000 €, t'as fait la visite, t'as fait l'offre, go. Okay. Au pire, si je perds, c'est 4 000. Un des autres intérêts d'un petit investissement, c'est que petite somme, tu perds une petite somme, tu t'en remets. Bien sûr. Oui, c'est une erreur qui peut facilement être corrigée, quoi. C'est ça. C'est pas un problème, c'est pas dramatique, t'es pas en train de t'engager et de t'engouffrer dans un crédit. Mais c'est ça le problème de l'IMO. C'est ça le problème de l'IMO en général pour moi. Le gros frein de l'IMO, c'est que c'est trop engageant financièrement. Ouais. Et ceux qui te vendent à quelqu'un qui n'a pas les moyens et qui n'y connaît rien des gros projets, moi je suis contre. Bien sûr. Je suis contre. Oui, il faut que le projet soit à la taille de ce que tu peux assumer. Exactement. Bien sûr. Exactement. Et quand tu as commencé avec ce parking, raconte-nous l'histoire. Parce que beaucoup vont se retrouver en toi. À un moment donné, ils sont en alternance, où ils sont en train de commencer dans la vie active. Comment je fais? C'est quoi les premières démarches finalement? Donc, je vais sur Loger, c'est génial, ou Le Bon Coin. Je vais regarder, je classe par ordre croissant du plus petit au plus grand pour commencer avec potentiellement mon budget. Et après, une fois que je vois, je le visite. Déjà, sur une visite, est-ce que tu regardes des trucs en particulier? Tu as maintenant, avec l'expérience, tu as du flair, donc forcément, je pense qu'il y a des choses que tu remarques plus que d'autres. Ouais. Mais dans un parking, tu vois, c'est pas comme une maison. Tu as des choses en moins, tu as des choses différentes qu'il faut observer.
Quelles sont-elles et quelle est ta réflexion? Bah, s'il y a des jeunes qui nous regardent aujourd'hui, c'est l'objectif. Bah, déjà, formez-vous un peu. J'ai fait un livre qui est le livre de référence sur le sujet, Investir dans les parkings. Ça vaut le coup, il coûte 24 €. C'est pas un gros investissement vu les erreurs que ça peut te faire, tu vois. Ouais. Vaut mieux payer 24 € et éviter des erreurs à des milliers. Donc prenez votre temps. Souvent, je vois des gens trop fougueux. Mais moi, je l'étais comme ça, donc je peux pas leur jeter la pierre. Mais ouais, j'ai écouté ton podcast, j'ai vu un truc, j'achète. Je dis toujours calme-toi, tu vois. Calme-toi, respire. Fais un peu de yoga 30 secondes. Va, lis un peu, prends le temps. Ensuite, une fois que tu es motivé, tu es sûr de toi, tu as fait plusieurs nuits sur ça et tout. C'est une bonne stratégie de faire du moins cher au plus cher. Parce qu'au moins, moi, je recommanderais toujours de commencer par du petit. Achète près de chez toi, quelques conseils, tu vois. Achète près de chez toi pour pouvoir aller faire visiter à ton locataire. Si le locataire il part pour récupérer la télécommande, le bip, tu connais ton environnement. Tu vois, si toi, tu es à Lyon, si tu achètes un parking dans le centre de Lyon, tu connais l'environnement. Tu vois comment c'était il y a 3 ans. Tu imagines dans 2-3 ans un peu ce qui monte en gamme, ton quartier, etc. Tandis que si tu vas aller acheter un parking à Lille ou à Paris, peut-être que tu auras beaucoup plus d'inconnus. Qui dit inconnu, dit stress, dit peur, dit risque. Bien sûr. Toujours ça. Et donc, achète petit, près de chez toi, apprends à négocier. Ça, on n'en parle jamais aussi, mais ça, c'est des sujets qui ne viennent pas en France, la négociation. Le business, la négo, c'est un truc ça a du mal à arriver sur la table, quoi. On a honte de négocier parfois. Je sais pas, il y a un truc ici, quoi. On a l'impression qu'on extorque de l'argent. Il y a un truc ici. Moi, j'ai bossé avec des milliardaires dans ma dernière boîte. Je vendais des salles de sport pour les milliardaires. Plus t'es riche, plus tu négocies. Bien sûr. J'ai discuté avec des gens qui avaient 50 milliards d'euros, des grandes fortunes françaises. Ils négociaient plus que toi et moi. Bien sûr. Ils étaient milliardaires, ils voulaient moins 30% sur les machines de sport. Ouais. Donc c'est ça que les gens, ils n'arrivent pas à comprendre. Donc pour revenir à mon sujet, près de chez toi, tu négocies. Un truc où toi, tu auras envie de garer ton scoot ou ta voiture. Donc pas au moins 5, dans le noir, etc. Bien sûr. Tu vois, clair, etc. Pas de monte-voiture, parce que ça tombe en panne. C'est déjà pas mal comme conseil. Tu vois, il y en a plein d'autres, mais les charges faibles, charges de copropriété faibles, donc moins de 25 € par mois. Et puis après, un quartier sympa, quoi, tu vois, où les locataires aussi tiennent la route. Parce que ça, faut le parler, faut en parler. Mais si tu as un quartier trop pourri, les locataires, ça va être compliqué. Si tu as un quartier vraiment bien, les locataires, ils peuvent être aussi très chiants. Donc, faut comprendre l'avatar client. Tu veux qui comme client? Est-ce que tu veux un jeune qui monte sa boîte ou qui est cadre ou qui est un peu dans ton truc? Est-ce que tu veux quelqu'un de plus fragile qui aura un petit 50 mais qui risque de vouloir payer un peu en espèces? Est-ce que tu as un quartier très bourgeois où tu n'auras que des dirigeants, des cadres supérieurs qui ont des gros SUV qui vont te prendre la tête pour avoir des quittances de loyer parce qu'ils veulent faire passer ça sur leur boîte et tout? Qu'est-ce que tu veux, tu vois? Donc, il y a plein de sujets à creuser. Comment tu choisis ou comment tu te dis je préfère bosser avec ce type de personnes? Ou surtout au début, tu n'as peut-être pas forcément trop le choix aussi. Ouais. Tu commences un petit peu et tu vas manger comment dire, l'expérience va te forger au fur et à mesure. C'est vrai ce que tu dis. Non, tu as raison sur un truc, c'est que au début, tu choisis pas tout ça. Là, je te dis parce que j'ai l'expérience, mais au début, prends pas cher, prends un quartier que tu connais et tu vas apprendre. C'est vrai. Donc oui, si tu as 20 ans et que tu as des clients qui ont à 50 ans et qui vont te cuisiner un peu, tu vas apprendre. C'est ça. Moi, j'ai pas eu que des clients sympas. Hein. J'ai sûr. eu des clients qui disparaissaient, qui donnaient pas de nouvelles. J'ai eu de la chance, j'ai pas eu trop de problèmes, mais des clients qui payent en retard, qui se garent mal et qui gênent les autres. Non, il y a des choses comme ça. Mais après, tu apprends. Après, c'est une école aussi. Hein. C'est ça. L'investissement, c'est une école en continu. C'est une école en continu. Peut-être moins que l'entrepreneuriat. Je trouve que l'entrepreneuriat, c'est encore plus dur. Tu vois. C'est différent. Waouh. C'est différent. Mais après, tous mes potes entrepreneurs me disent, mais ça va être trop dur d'investir. C'est fou. Et je leur dis, moi, ça... Enfin, j'entreprends aussi, mais l'entrepreneuriat avec une boîte, c'est encore un autre level, tu vois. Mais c'est d'autres problématiques. C'est d'autres problématiques. C'est ça, exactement. Et on apprend souvent l'investissement, les entrepreneurs, même toutes les personnes apprennent l'investissement parce que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas. On n'a pas trop l'habitude et des fois, on pense qu'on va être heurté à un nouveau monde
avec 1 milliard de choses à connaître et à apprendre comme si on reprenait des cours. Alors que parfois, c'est des choses logiques. Quand tu commences à rentrer dans le milieu, tu commences à comprendre un petit peu certaines mécaniques. Tu veux comprendre que c'est assez simple, c'est même beaucoup plus simple que ce qu'on pense. Et une fois que tu t'es lancé, c'est là où tu commences à comprendre que c'est assez facile. Mais c'est vrai qu'au début, c'est flou hein, pour les gens. Mais c'est ça, pour moi, le vrai problème moi, que je vois autour de moi, c'est qu'il y a trop de freins au fait de se lancer. C'est ça. Alors qu'en France, on a Pôle emploi, on a toutes les aides, on a beaucoup de chance quand même sur ça. Tu vois. Énormément. On a énormément de chance. Il y a beaucoup de pays où il n'y a pas ça. C'est Il ça. faut être humble. Les gens, ils voyagent pas assez en fait. Les gens ne se rendent pas compte. Même s'ils voyagent, en fait, le problème, c'est même pas de voyager. Je pense, à chaque fois, je leur dis, c'est d'y vivre. Parce que voyager, on voit des choses, mais on se rend pas compte parce qu'on n'y vit pas. Mais une fois que tu vis dans un pays, parce que moi, je viens du Liban, par exemple, et je recommande à tout le monde, des fois, d'aller faire un stage et de vivre 6 mois, T'as 1 vécu an. au Liban? J'ai vécu au Liban plusieurs années. Et en fait, c'est là où tu te rends compte que oui, en France, tu as une chance qui est juste énorme. Parce qu'on a une quantité d'aide. En fait, aujourd'hui, en France, je ne conçois même pas qu'on puisse être pauvre réellement ou mourir de faim. C'est pas possible. Enfin, personne en France T'as une meurt de mentalité faim. libanais. La force des Libanais, c'est qu'ils sont très débrouillards, très commerçants. Et tu les mets n'importe où dans le monde, ils se débrouillent. Ils sont très très bons dans le business. Mais ils sont Bizarre. très doués là-dessus. Non, mais c'est vrai, tu vois, il faut C'est reconnaître. vrai. Mais c'est hyper intéressant que tu aies cette vision interculturelle avec. Et c'est une force en fait. Bien sûr. Comme ça te permet de voir toutes les opportunités ici quand les autres voient des problèmes. Quoi. Exactement. C'est grâce à ça que est né Smart Investment et par la suite le podcast aussi Smart Talks. Parce qu'en fait, je voyais qu'il y avait une grosse problématique en France. Il n'y a pas d'éducation financière. Parler d'argent, de cash, d'investissement, tu as l'impression que c'est un truc de dingue. Alors que c'est juste quelque chose de génial et que tout le monde aime en plus l'argent, tout le monde aime investir, mais les gens n'osent pas le dire. Et aujourd'hui, on est là pour démocratiser aussi. Hein. Ouais, mais c'est trop bien. Mais c'est un peu élitiste l'argent. Tu vois, ce que je regrette un peu dans ceux qui parlent d'argent, c'est en train de changer. Hein. Mais c'est que jusqu'à encore, pour moi aujourd'hui, même si demain ça va changer, c'est réservé à une élite. Ouais. Les gens qui parlent d'argent, c'est des gens qui sont bac+5, qui ont fait souvent des très bonnes écoles de commerce ou d'ingé, Bien sûr. qui sont de bonnes familles, qui sont de milieux privilégiés. Et il y a peu de gens qui sont comme les gens qui galèrent et qui ont besoin des conseils. Tu vois, qui sont au même niveau. Exactement. Parce que même sur Internet, ceux que tu vois raconter, il faut faire ça, machin, truc, je ne citerai aucun nom, mais qui donnent des grandes leçons, ils habitent dans des 300 mètres carrés haussmanniens, ils sont très loin en fait. Moi, j'ai un ami riche, un jour il m'a dit un truc, je lui ai dit, mais il faudrait dans l'immobilier des immeubles dans le monde entier, et je lui ai dit, écris ton livre. Il m'a dit, mais j'ai trop réussi. Et il n'a pas tort. D'ailleurs, il est un peu libanais, c'est pas un hasard. Et il me dit, j'ai trop réussi pour écrire le truc. Et en fait, je pense qu'il n'a pas tort. En fait, il faut avoir des... Moi, je suis un mec lambda. Je suis un mec, j'ai perdu mon père à 9 ans, j'ai pas de frères et sœurs. J'ai fait une école de commerce post-bac, j'ai pas fait de prépa. À un moment, j'ai arrêté les cours, j'ai repris les cours en cours du soir, bac littéraire. Je suis pas plus malheureux. Tu vois, je veux pas qu'on pleure sur mon sort, mais tu vois, je suis un mec lambda. Je sors pas d'HEC, j'ai pas été premier de la classe tout le monde. Tu vois, je suis pas l'élite en fait. Et pour moi, c'est mieux d'avoir quelqu'un de normal qui t'exprime son expérience, comme moi je parle que de mon expérience, que quelqu'un qui est trop élitiste. Parce que quelqu'un qui est trop élitiste, il va plaire aux gens éduqués, diplômés, etc. Mais celui qui est dans une tour au 62e étage, au 20e étage, qui galère, qui est déscolarisé, comme je connais très bien le problème, comment il va se reconnaître? Oui, il ne peut pas s'y retrouver forcément. Et pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est là où il y a un trou. Mais je suis en train de le combler. Trop bien. En tout cas, ça fait vraiment plaisir d'avoir cet échange. Quand tu t'es lancé dans le parking, pour revenir sur le premier investissement, à quel moment tu t'es dit, un parking, je peux le couper en deux, je peux diviser et booster ma rentabilité? Et surtout, comment tu as calculé ta rentabilité aujourd'hui? Là, si je dois prendre un investissement, comment je fais pour me dire, putain, j'y vais ou j'y vais pas? Ouais. Écoute, moi, je me suis dit, je veux rentabiliser au max. Donc, j'achète un parking. 20 000 euros, apparemment, a priori, 20 000 euros, c'est un exemple. Je veux au moins 10% de rendement brut, hors frais de notaire. Donc, ça veut dire qu'il faut que je gagne 200 euros par mois. Point. Si c'est 100 euros avec une voiture, c'est nul. 5%, ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas m'enquiquiner à faire un crédit, perdre du temps, avoir une ligne de crédit, potentiellement faire baisser ma capacité d'emprunt derrière si je veux acheter mes RP ou quoi. Je veux 10% de renta, minimum.
Et c'est basé sur quoi les 10%? Mais c'est moi. C'est toi, voilà. Moi, tout est basé sur moi. Il n'y a pas d'études. Je vis pas avec un tableau Excel. J'ai envie de. C'est le bon sens paysan. 10%. Et j'en ai fait, je vais t'en raconter où j'ai fait plus, tu vois. Donc 10%, comment je fais? C'est très compliqué d'avoir une place à 20 000, qui n'est pas ouf. En général, place à 20 000, c'est pas pour mettre un Range Rover. Et d'avoir 200 € de loyer. Parce que 200 € de loyer, c'est pour les voitures de collection. C'est dans des quartiers très, très centraux de Paris. Il y a peu d'endroits où c'est aujourd'hui 200 €. Ok, Donc je me suis dit, bon, on va faire des motos et des scooters. bien sûr. Je vais diviser la place en 4, si je peux. Oui. Après, ça dépend de la disposition. Ça, Bien j'en sûr. parle pas mal sur Instagram en ce moment. Je divise la place en 4 si je peux. Si je peux en mettre 4. Et du coup, bah, ça fait 50, 50, 50, 50. Ça fait 200 €. Alors oui, il y a 4 locataires. Donc il y a des gens, tu vois, je regardais sur Instagram les commentaires. Oui, alors c'est 4 fois plus difficile parce qu'il faut trouver 4 fois plus de locataires. Ouais, ok, mais il y a plus de demandes. Et puis le loyer est moins cher. Donc c'est 50 € en général. Donc ça s'équilibre. Ça s'équilibre. Donc en fait, tu vois le verre à moitié vide ou à moitié plein. Si tu es dans la critique toute la journée, oui, il y a plus de gestion, ok. C'est un fichier Excel, les baux de location, c'est tout simple. Mais si tu vois les choses positivement, tu dilues le risque, si on veut parler vraiment finance. Bien sûr. Il y a un locataire qui ne paye pas, tu touches 150. Mm. Tandis que si tu as une seule voiture et que le locataire ne paye pas, tu as 0. C'est ça. Tu dilues le risque. Moi, avec tous les parkings que j'ai, si j'ai 1 ou 2 mauvais payeurs par mois où je dois relancer, ça ne m'impacte pas. En revanche, si j'avais la même somme d'argent avec 2 appartements, 2 gros appartements, et là, si j'en ai un qui ne me paye pas, derrière, si j'ai des crédits, c'est compliqué. Donc moi, je me suis dit, pour répondre à ton point, je vais diviser pour augmenter la renta, parce que j'avais des dollars dans les yeux, je voulais gagner un max d'argent, j'en avais pas. Incroyable. Donc j'ai divisé, et tu vois, par exemple, le prix de 45 € par mois, que tout le monde a repris partout, en moyenne, 45-50 €, je l'ai fait au doigt mouillé. Comme ça, à un moment, je me suis dit, j'avais aucune concurrence, j'avais aucun modèle. Je savais pas le prix, je l'ai sorti comme ça. J'ai vu un mec un jour faire ça. J'étais pas le premier, j'ai pas inventé le parking moto. Mais je suis celui qui l'a popularisé, ça. On peut en débattre toute la journée. J'ai vu un mec faire ça une fois sur Internet et ça m'a inspiré. Mais il avait fait une fois ou deux, il avait fait vraiment tout petit. Et moi, je me suis dit, je vais l'industrialiser. Incroyable. C'est plutôt pas mal. Aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment plus compliqué de trouver des gens qui ont des motos? Parce que c'est vrai que c'est aussi un marché où tu te niches beaucoup plus. Ouais. Est-ce que parfois tu as eu des difficultés à trouver des locataires pendant quelques mois, tu ne loues pas? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez de demandes parfois, ou est-ce que c'était plutôt toi qui avais une mauvaise gestion? Parce que c'est vrai qu'on se dit qu'il y a quand même plus de voitures que de motos. Alors ça C'est dépend un coup à en jouer. fait, c'est très variable, ça dépend vraiment des villes. Des villes, Ouais, Ok. ça dépend vraiment des villes en fait. Bien sûr. Des villes, des quartiers. Tu vois, Paris par exemple, c'est devenu payant pour les motos et les scooters, pour les 2 roues. Ok. Thermique, électrique, c'est encore gratuit. Ok. C'est pour ça que j'ai acheté un scooter électrique d'ailleurs. Et Pour se garer à l'extérieur, tu veux dire? ouais. Ok. En fait, quand tu te gares à l'extérieur, si t'as un scooter demain, t'habites à Paris. Si un Ok. jour t'as envie de venir à Paris, Ouais. c'est toi qui vois. Tu achètes un scooter à essence, Ok. tu le gares dans la rue, c'est payant. Ok. Comme une voiture, quoi. Faut payer ta place de Exactement. parking. À Lyon, c'est gratuit. Ok. Peut-être. Je sais pas. Ouais. Mais toutes les villes, vu qu'elles ont besoin d'argent, elles commencent à faire payer, tu vois. Ok. Et c'est gratuit à Paris, par exemple, pour les voitures électriques et les scooters électriques. Ok. Mais tu as des villes, par exemple Boulogne-Billancourt, à côté d'ici, c'est payant. Même pour l'électrique, c'est payant, tu vois. Ok. Et du coup, là, ça m'a fait exploser la demande, parce que tous les gens qui voulaient pas payer un parking à 50 €, et bah, du coup, ils se sont dit, bah, soit je paye 50 €, ou soit je vais toute la journée mettre des tickets, quoi. Honnêtement, Paris, c'est plus difficile de louer. J'ai beaucoup plus de vacances parce que c'est de ma faute, en fait. J'en ai parlé toute la journée pendant 3 ans. Le livre, on est entre 5 et 10 000 exemplaires sur les ventes pour l'instant. On va le rééditer. En fait, tu vois, j'ai fait entrer le loup dans la bergerie où j'ai scié la branche sur laquelle j'étais assis. Ouais. Mais c'est OK. Ouais. Mais j'ai cassé mon business à Paris. Bien sûr. Donc, Tu t'es créé des concurrents. énormément. Mais quand je te dis énormément, c'est pas 100. C'est des milliers. Tu vas sur Le Bon Coin aujourd'hui, tu tapes parking moto Paris. Allez, dites-moi en commentaire combien il en ressort. Mais c'est des milliers. Mais c'est la vie. Après, je l'accepte et ça m'a permis, tu vois, de me positionner en expert, d'être ambassadeur d'entreprise. Je suis aligné avec ça. Par contre, le point positif, c'est que si vous êtes dans plein d'autres villes en France, même au Portugal, j'ai plein de gens au Portugal qui font à Lisbonne, etc. Ok. Si vous allez dans d'autres villes, on va rester sur la France,
il y a des super opportunités. À Nice, à Angers, à Bordeaux, enfin partout. Ok. Et vous pouvez faire du 2 roues, de la voiture, etc. Et après, tu sais, j'ai envie de te dire, tu sais pas de quoi demain est fait. Tu vois. Hmm. Je peux pas te dire que dans 20 ans, ça c'est un business qui va fonctionner. C'est un entrepreneur, c'est pareil. Bien sûr. Entrepreneur, tu montes ta boîte, tu pivotes un moment. C'est Tu normal. fais un truc, tu pivotes. Bah moi, je pivote. J'ai ouvert la voie sur le parking moto. Il y en a plein qui ont fait ça maintenant, qui m'envoient des messages tous les jours maintenant, en me disant bah tiens, j'ai écouté ton truc. Mais je suis trop content, tu vois. C'est un sentiment. Je te jure, je te le souhaite de le vivre. Ouais. C'est un sentiment. C'est un truc spécial. Hein. Ouais. C'est un truc spécial de Oui, recevoir t'as ça. apporté quelque chose à des gens. C'est un truc spécial. Ouais. C'est pas financier, hein, Ouais, mais ouais. c'est un truc spécial. Et il y a encore des opportunités. Franchement, moi, j'ai rien à y gagner à dire ça, tu vois, mais il y a encore des opportunités. Et tu sais, je veux dire un truc, moi, j'ai pas envie d'opposer le parking à la bourse, aux crypto, à l'habitation. Je dirais que c'est un bon truc pour démarrer, pour débuter. Bien sûr. Parce que moi, c'est vraiment ça. Ma mathématique, c'est d'aider les jeunes à se lancer. Et après, bah, vous prenez goût. Partez sur des apparts, sur des immeubles si vous avez de l'argent. Et puis diversifiez-vous. Faites-vous accompagner, diversifiez-vous. Lorsque tu t'es lancé, enfin, pardon, là, si je continue à me lancer dans le parking, Ouais. parking, garage, est-ce que déjà tu fais la distinction? Est-ce que c'est pareil? Ouais, il y a une petite distinction. Il y a une petite distinction. Ça préparait, mais il y a une petite distinction. Parking, souvent, c'est en copropriété. Ok. C'est par exemple sur un toit, à l'extérieur ou en sous-sol, souvent. Ok. C'est une place de parking. C'est Donc, une place. soit une place ouverte ou un box. Ok. Ce qu'on appelle un garage, c'est à l'extérieur. Souvent, c'est pas en copropriété. C'est, tu sais, plus dans les zones un peu rurales, tu as des batteries de garage et tout ça. Par contre, si c'est pas en copro, le jour où tu as la toiture à refaire, tu payes, hein, comme pour Ouais. un immeuble. Ok. Donc, tu as plus de frais. Bien sûr. Et une fois que tu as commencé à choper ce premier parking, Ouais. tu commences à louer. À quel moment tu te dis je vais commencer à acheter un deuxième? Et à quel moment la banque te suit ou pas? Ouais. Quels sont les arguments qu'on peut apporter? Ouais. Comment tu construis ce dossier-là, quoi, tu vois? C'est un vrai truc. Écoute, tu fais le premier, fais en sorte que ce soit un succès, et après, tu prends goût et t'enchaînes. Moi, j'ai enchaîné, quoi. Ouais. J'ai tout de suite enchaîné. Et ensuite, j'ai enchaîné à crédit. Mais en fait, si tu veux, il y a tellement eu un déclic que j'ai épargné à fond. En fait, j'ai baissé mon lifestyle. Ok. Toi, tous les trucs de marque, les grands magasins, la Galerie Lafayette, moi, j'adorais, tu vois. En fait, j'ai dit, OK, j'aime toujours, mais viens, on voit ça dans 5 ans, tu vois. Ouais. Viens, on voit ça dans même 10 ans. Et du coup, j'ai tout mis de côté. J'étais hyper motivé pour faire du phoning et pour, du coup, performer en tant que commercial et faire de la marge Bien sûr. et du variable. Parce que quand tu es commercial, tu es aussi payé à la performance. Bien sûr. Donc, du coup, je me disais, j'ai trouvé un super truc avec le parking. Et j'étais chaud, tu vois, j'avais le sourire, j'étais à fond. Et du coup, j'ai augmenté mon chiffre d'affaires, j'ai augmenté mon salaire et j'ai baissé mon lifestyle. Ok. Et vraiment fort, tu vois. C'est-à-dire que je vivais dans 16 mètres carrés, etc. Vraiment, j'ai pas de machine à laver, rien. Enfin, c'était spartiate. Mais c'était OK, tu vois. Et du coup, fatalement, quand tu passes de découvert ou de ric-rac, c'est-à-dire riz à partir du 20 du mois, riz et wrap avec de la mayonnaise, là, à partir du 20 du mois, versus tu pèses tes charges et tu augmentes tes revenus. Et par contre, tu mets un virement, tu vois, sur LDD, tu blindes tes livrets, etc. Forcément, rapidement, tu peux réemprunter, tu vois. Rapidement, je vais pas faire le calcul de tête, mais tu peux en moins d'un an réacheter une place sous prétexte que tu la négocies bien. Tu vois, c'est ça aussi que je veux dire, c'est que la bonne affaire, c'est à l'achat. Ouais, on dit souvent l'immobilier, la plus grosse rentabilité se fait déjà dès l'achat. C'est à l'achat. C'est là où il faut vraiment J'ai acheté des max. trucs, c'est invraisemblable. J'ai acheté la première 4 000, bon, ok, j'ai pas négo, mais j'ai acheté des places à 11 000, des places moto à 2 000 dans certains endroits, dans le 11e à Paris, tu vois. Ah oui, quand même. Ouais. Qui de base était. Qui était plus cher. Justement, c'était quoi le prix, par exemple, public de celle qui était à 11 000? Celle qui était à 11 000, elle devait être, je sais plus, un peu en dessous des 20. Et 18, quelque chose comme ça. Et comment tu fais justement pour négocier? Alors, tu vois, parce que tu arrives devant le gars, tu peux pas au culot lui dire. Des techniques. Je te dis 11 000 et c'est parti, quoi. C'est beaucoup trop. En fait, la négo, je prépare un livre sur la négo parce que c'était mon métier pendant 12 ans et je suis passionné par ça. Et j'ai pas mal de techniques. Je peux t'en donner là, clairement, un show comme ça. Il faut que vous compreniez les gens que
La vente, c'est concession contrepartie. C'est-à-dire que tu demandes une concession, donc un rabais sur le prix. Ok. On va prendre un exemple. Tu as le parking à 18, tu le veux l'acheter à 11. En quoi la personne, elle doit accepter s'il n'y a rien en retour? Il n'y a rien en retour. Bien sûr. Tu donnes quoi en retour? C'est ça que les gens, ils n'ont pas compris. Bah oui. Il faut donner quelque chose. Faut pas que la personne sente qu'elle est en train de se faire douiller, en fait, finalement, et qu'elle est complètement perdante. Donc, ok, tu demandes un rabais, mais qu'est-ce que tu donnes? Et en fait, c'est là où les gens, ils n'arrivent pas à négocier. C'est qu'ils sont prétentieux. Mon prix, c'est 11. Tu veux quoi? 100 balais en mars ou quoi? C'est ciao. Par contre, tu dis, voilà, écoutez, monsieur, déjà, t'es poli, t'es à l'heure, tu vois, t'es carré. Merci beaucoup pour la visite, je suis très content. Je vais pas vous faire perdre votre temps. Phrase magique chez un commercial, est-ce qu'on a tous la montre? Je vais pas vous faire perdre votre temps. Il y a un sourire comme ça. Ça va aller vite, je décide très vite. Je suis prêt à m'engager sur une décision ce soir ou demain matin à la première heure. Ah, merci. Ça fait plaisir, tu vois, quand tu entends ça, que t'es commercial, t'es agent IMO, t'es payé à la com, t'as pas beaucoup de fixe. Donc, la contrepartie que toi, tu offres, en tant qu'acquéreur, je décide vite. OK. Par exemple, il n'y a pas de condition suspensive d'obtention de prêt, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de crédit. Si jamais tu as le cash. Si tu payes au comptant. Si jamais tu peux le faire. Donc là, c'est quand même un argument pour négocier. Si tu n'as pas le cash, ce qui était mon cas souvent, et que tu as un crédit, il faut dire, voilà, j'ai des bons revenus, je demande un accord de principe de la banque, donc ça va rassurer. En fait, tu vois, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que tu dois amener plein d'éléments de réassurance pour montrer que tu es quelqu'un de sérieux. Et là, tu peux justifier d'avoir un rabais. Okay. Donc moi, si tu veux, j'ai réussi à avoir 11 parce que j'avais le cash à l'époque. J'ai dit, écoutez, je sympathisais c'était un agent, avec le mec dans la voiture. Je lui ai dit, écoutez, et je négociais en remontant les 4 étages. Ouais. Il y avait sa petite Audi A1, là, comme ça, je suis monté, il m'a montré le truc. Et sur le truc, ça a duré 3 minutes, hein. C'est une grande copro. J'ai négocié et à la fin, on s'est serré la main et je lui ai dit, bah, vous appelez la propriétaire. Elle me dit, ok, je l'appelle, je vous rappelle après. Incroyable. La négo, elle s'est fait comme ça. Donc, je suis passé de 18 à 11 comme ça. Et en fait, tu dis, bah voilà, moi, je vais. Moi, ma technique, je suis très, très clair, tu vois. Je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Je vous propose tant. Tu n'es pas obligé de te justifier, de raconter ton histoire et tout, mais tu dis, je vous propose tant. En revanche, j'ai l'argent. Ça va très vite. Je décide vite. Je vais acheter vite. J'ai déjà acheté, j'ai l'habitude, je suis quelqu'un de sérieux, etc. Tenez-moi au courant. Vous ne perdrez pas votre temps. Vous demandez au vendeur si c'est OK. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on négocie. C'est en apportant toujours. Mais tu sais, c'est comme dans tout. Il faut arriver à comprendre un truc. C'est que la négo, c'est comme quand tu es avec un de tes potes. Imagine, tu as un de tes potes. Vous faites des restos, c'est tout le temps toi qui payes. Ouais. À un moment, ça va te saouler. Bien sûr. Et même si tu gagnes plus, à un moment, ça va te saouler. Dire, attends, tu sais, renvoie un peu l'ascenseur, tu vois. Bien sûr. Et ben c'est pareil la négo. Tu veux négocier, qu'est-ce que tu donnes en échange? Faut donner de la politesse, faut donner une bonne personnalité, être à l'heure, décider vite. Facilité de communication. Voilà. Ouais, tu facilites l'échange et la transaction de A à Z. Il faut faciliter et il y a un truc que les gens ils oublient toute la journée, c'est il faut avoir de l'empathie. Ouais. Mais toi là-bas, qu'est-ce qu'il veut ton interlocuteur? Il veut gagner de l'argent, il veut ça comme. Il veut pas perdre de temps. Il veut pas avoir mal à la tête. Bien sûr. Enlève-lui le mal de tête, apporte-lui de l'argent et apporte-lui de la rapidité. C'est jackpot. Il va t'adorer. Facile. Il attrape même les mecs qui me rappellent. Ah, bonjour Alexandre, j'ai un autre truc. C'est moi qui stoppe. Je dis, attends, je suis sur autre chose et tout. Incroyable. Ça, c'est top. Et quand tu arrives à négocier des choses comme ça, bah, facilement, tu as fait une rentabilité exceptionnelle. J'ai fait des plus de 20, moi. Plus de 20% dans Paris Intramuros. Plus de 20. Énorme. Et pourquoi tu ne revends pas à un moment donné? Pourquoi tu décides de quand même louer? Parce que c'est une question que des fois on peut se poser. Moi, ça m'arrive aussi de me la poser régulièrement, où j'ai acheté un parking par exemple à 8000. Si je le vends instantanément, je le remets sur le marché, je peux faire 4, 5, 6 000 peut-être de plus-value. Mais pourquoi je décide de le garder et de le louer? Pourquoi je me dis pas je vais le revendre et refaire une autre transaction par la suite potentiellement? Parce que je vois pas ce que je peux faire de mieux, de plus rentable. Je vois pas ce que je peux faire de plus rentable que ce que j'ai. Donc je préfère. J'ai pas besoin de cash, je suis pas en galère là à l'instant T. Si un jour j'ai besoin, tu vois, vraiment, ok. Mais j'ai pas besoin de ce cash là, donc ça me rapporte du rendement. Ça me fait vivre. Et vu que je suis plus salarié, que j'ai quitté ma carrière, ma première vie de commercial, je l'ai quitté en 2022. Bah, je préfère en fait retrouver un espèce de salaire à travers les revenus fonciers, quoi. Okay. Le passif. Ok, incroyable. Et à quel moment tu as quitté le salariat? Où tu t'es dit, ça y est, je peux décrocher enfin
j'ai atteint cet objectif-là. Tu t'en es forcément fixé un à un moment donné. Ouais. Et ça a pris 10 ans. voilà, ça a pris, c'est important de le rappeler. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas, tu vois, à l'ère de crypto, asset et tout, c'est, tu pètes en 2 secondes. Moi, ça a pris 10 ans, les gars, tu vois. Bien sûr. 10 ans. Donc, 31 mai 2022, j'ai quitté mon job. 31 mai 2022 et 16 juin sortait mon livre à la Fnac. Incroyable. Ah, c'était fort. Ah, t'avais tout fait en parallèle, t'avais tout préparé. Tu sais, moi, j'ai l'air d'être un mec qui est dans l'impro. Je suis beaucoup en impro, mais je bosse beaucoup. Je suis très bosseur en aval, pardon. Et du coup, j'ai tout préparé, en fait. J'ai tout préparé, la strat et tout. Et comme ça, je suis sorti au moment, l'année où je faisais le plus de chiffre d'affaires, où j'allais atteindre mon objectif. Je l'ai arrêté en cours d'année, mais voilà. J'allais atteindre mon objectif. Et où il y avait déjà la presse qui arrivait, il y avait les podcasts, etc. Ah oui. J'ai tout prévu. Et je suis parti au moment où j'étais au top. J'ai fait au revoir pot de départ. Ouais. J'ai rendu les clés de la bagnole et tout. Je suis parti sur la Côte d'Azur. Et là, il y avait tous les médias, les trucs que j'ai fait. C'est ouf. Fais-moi une petite phrase sympa que je peux pouvoir mettre en intro. Tu sais, ça qui va faire, c'est au bout de 10 ans, j'ai acquis X nombre de parkings et je générais X chiffres par mois. Je sais pas, faudrait que tu la trouves, mais je te laisserai la trouver. Mais non, non, au bout de 10 ans, tu as eu combien de parkings globalement et ça t'a généré combien en fait où tu t'es dit, au bout de 10 ans, franchement, j'ai remplacé un salaire de cadre confortable par mes revenus 100% passifs. Ok. Au bout de 10 ans, et ça va vite, tu vois. Et je l'ai fait en side business, donc en vrai, tu vois, c'était dans le flow. Tu vois, je l'ai pas senti, c'était en side. Et j'ai vécu normalement, tu vois. J'ai pas vécu. Je me suis un peu plus serré la ceinture que mes potes, mais je suis quand même parti en vacances, j'ai fait comme des trucs, tu vois. Bien sûr. Et aujourd'hui, tu vois, je me pose la question. Là, moi, je suis en CDI, j'ai une situation confortable, on va dire normale. Voilà, je suis à un peu plus de 2000 € par mois. Rien d'exceptionnel, mais classique. Ouais. Est-ce que je peux, selon toi, ça serait plus intelligent de m'endetter maintenant au maximum de ce que je peux emprunter à la banque et aller acheter plusieurs garages ou de commencer vraiment un après l'autre et de lisser ça sur le temps? Est-ce que c'est quelque chose qui vaut le coup de lisser sur le temps? Pourquoi? Parce que des fois, on a des taux d'emprunt qui sont plus ou moins élevés. Enfin, tu vois ce que tu comprends? C'est un peu comme le DCA. Est-ce que je fais du DCA de parking, entre guillemets? Ou est-ce que si je peux tout mettre d'un coup et me lancer à fond et en acheter 5 peut-être immédiatement, je le fais et c'est peut-être plus intelligent? Moi, je dirais, tant que ça fonctionne, fais-le. Ouais. C'est-à-dire, en fait, il ne faut pas être rigide. C'est-à-dire, il ne faut pas dire, allez, go, toute ma capacité d'emprunt, on fait ça parce que j'ai vu un podcast. Non. Ouais. Okay. Tu fais un premier, vois si ça fit ou pas. Ça se trouve, tu ne seras pas à l'aise. Il y a des gens, moi, je vois des gens, parfois, ils font des contenus, le parking, machin, il en faut combien pour être riche? Bah ouais, mais en même temps, si tu fais rien, il n'y aura rien. Donc, vois si ça fit avec toi. Fais un premier où tu es sûr que il y aura un succès. Et ensuite, tu peux en faire un deuxième, un troisième. Et après, tu sais, j'ai envie de dire, ton objectif financier, c'est un objectif financier, tu veux vraiment être vraiment le plus indépendant possible. Il y a plusieurs méthodes de le faire. Tu peux le faire avec la crypto, la bourse, etc. Si tu commences avec, par exemple, le parking, bon, bah, à un moment, tu pivoteras. En fait, il faut avoir limité, dire à un moment, tu pivoteras. Tu vois, à un moment, j'ai pivoté, je suis parti dans les startups. Ouais. En plus, tu vois. Mais moi, ce que je conseille, c'est tu commences par un petit invest, soit un petit appart, une petite chambre, un petit truc, un parking, une cave, peu importe. Et après, si ça fonctionne, tu refais. Si ça fonctionne moyen, arrête. Tu gardes le truc. Dans le pire des cas, tu le revends. Si tu l'as bien négocié, on revient à la négociation, tu perds pas d'argent. Voilà. Et, mais moi, je conseille pas de faire all-in à l'aveuglette, quoi. Bien sûr. Oui, jamais à l'aveuglette. Il faut être un minimum formé. Minimum formé. Mais si tu peux, tu as la capacité de faire les choses plus grandes, accélère un peu le process. Ouais, si tu as un salaire sympa, tu n'as pas de charge, t'as pas de charge et tout, profite, quoi. Franchement, profite. Fais-le maintenant à 20, à 23 plutôt qu'à 40. Ouais, carrément. Tu sais pourquoi moi je pense, et après on va transiter sur le sujet des startups, mais je pense honnêtement que. Alors, je suis mitigé entre deux hypothèses. Dis-moi. À toi de me dire justement avec l'expérience que tu as. Soit l'achat des parkings en ville comme Lyon, Paris, etc., ça n'est peut-être plus une très bonne idée. Pour une raison principale, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de plus en plus interdire l'accès aux voitures en ville, uniquement les électriques, et voire même presque plus rien. Bientôt, on va être taxé comme à Londres. À Londres, dès que tu rentres dans la ville, tu payes une taxe à chaque fois que tu rentres et que tu ressors de la ville. Au final, il y en a très très peu des voitures à Londres. Je prends l'exemple de Londres.
Et on est en train de tendre vers ça, j'ai l'impression. C'est un peu inquiétant, c'est un peu chiant, mais bon, c'est la vie. Et d'un autre côté aussi, je me dis que peut-être que ça n'arrivera pas et que c'est maintenant qu'il y a un coup à jouer. Enfin, on n'interdira pas les voitures, on ne mettra pas de taxes forcément, mais ça sera toujours libre. Mais justement, vu qu'ils sont en train de tout réaménager, par exemple à Lyon, il y a des travaux de partout pour faire des pistes cyclables et du coup, ils sont en train d'enlever des places de parking extérieur. Ils sont en train d'enlever voilà, toutes les places possibles, imaginables. Donc, il restera quasiment plus que des parkings et des garages pour se garer. Donc, tu vois, et vu qu'il y aura peut-être toujours des voitures, en fait, c'est maintenant qu'il faudrait limite accélérer le process pour ceux qui n'ont jamais investi dans les garages ou les parkings et y aller tout de suite. Parce que j'ai l'impression que plus on avance dans le temps et plus les prix vont commencer à augmenter de plus en plus. Ça va devenir une denrée rare, finalement. Bah ouais, c'est très intéressant. Ça se voit que tu as creusé un peu le sujet quand même, parce que c'est les deux thématiques, en fait, les deux branches, les deux hypothèses qui arrivent. Moi, je vois pas d'augmentation des prix à Paris. Je regarde surtout le marché parisien. Des gens qui me suivent, et ils investissent partout, mais moi, je suis à Paris. Je vois pas d'augmentation des prix des parkings. D'accord ? Peut-être que le jour où je vois 1 fois, 2 fois, 3, je vais peut-être vendre. Ouais. Possible. Tu vois. Pour l'instant, voilà. Maintenant, j'ai pas la boule de cristal, mais je pense, moi, ma conviction, c'est qu'il y aura, sauf le jour où on aura une municipalité qui va nous interdire éventuellement à Paris, par exemple, de circuler, etc. Mais tu auras toujours des gens aisés qui auront un véhicule. Paris est de plus en plus cher, même si les prix ils stagnent depuis quelques temps, mais Paris est très cher. Le pouvoir d'achat immobilier n'a jamais été aussi bas à Paris. Les gens qui achètent dans Paris, les primo-accédants, ou ceux qui font du locatif, mais je parle des primo-accédants, ils sont aisés, ils sont privilégiés, c'est la reproduction sociale, c'est les parents qui aident, etc. Donc c'est des gens de plus en plus riches. Alors qu'avant, Paris était une ville populaire il y a 100 ans, d'accord ? Donc du coup, si, moi, de mon point de vue, effectivement, on va enlever les places en voirie, donc à l'extérieur, pour y mettre des terrasses, des pistes cyclables et tout. Donc les gens qui sont aisés, qui habitent à Paris, qui ont payé très cher leur appartement quand ils n'en ont pas hérité, eux, s'ils veulent leur voiture, ils sont prêts à payer cher. Oui, et eux seront prêts à payer cher. Problème, c'est que les places dans les immeubles en copropriété, c'est souvent des immeubles des années 70, 80, parfois un peu avant. Les places, elles sont un peu petites. Ils n'avaient pas prévu des Range Rover à l'époque ou des Macan électriques, etc. Donc, parfois, c'est pas adapté. Après, il y a ces gens-là qui sont aisés, qui achètent à Paris, ils ont aussi envie d'avoir des 2 roues. On a une baisse des immatriculations des 2 roues économiques, style 50 cm3, etc. Eux, c'est dépôt de bilan, Peugeot, motorcycle et tout. Ouais, c'est dépôt de bilan. En fait, c'est les plus fragiles, parce qu'en fait, vu qu'ils ont fait payer le parking en voirie, ceux qui avaient un scoot à 500 €, ils peuvent pas payer. Je les comprends, tu vois. Ils payent l'équivalent de leur scoot tous les ans, quoi. Voilà, donc eux, ils sont morts. Par contre, et c'est la fracture sociale, les plus aisés, ceux qui peuvent se payer des BMW GS, des BMW CE04 électriques, c'est le scooter que j'ai, ça coûte 16 000 €, ça coûte 1 tonne. Eux, qui s'en foutent de payer ça, eux, ils préfèrent payer 60 € ou 50 € ou 45 € ou 70 € par mois pour garer leur scooter à 15 000 ou 16 000 € plutôt que de se faire abîmer. Donc en fait, si tu vises une clientèle haut de gamme, il y aura toujours quelque chose. Donc je pense, pour répondre à ta question, c'est que le parking sera réservé à une clientèle premium. Donc il faudra apporter du service. Il faudra mettre des casiers, il faudra mettre de l'éclairage, il faudra mettre une encre au sol pour accrocher la chaîne. Bien sûr. En fait, il faudra créer du service. Ça va devenir quelque chose de premium. Bien sûr. Mais effectivement, le parking, pour des gens un peu plus fragiles, eux, ils vont arrêter d'avoir des véhicules parce qu'ils pourront plus suivre, en fait. Bien sûr. Ça deviendra trop cher, forcément. Donc ça va devenir, en fait, naturelle, c'est ça. Il y aura une sélection naturelle. Il y aura peut-être moins de locataires, moins de demandes. Par contre, ça, c'est un problème. Moi, je le vois, il y a déjà une chute de la demande à Paris. Parce qu'il y a beaucoup d'offres, comme je te l'ai dit. Mais je pense qu'il va falloir faire la différence sur la qualité de service. Ouais, je comprends. C'est bien, c'est pas mal. Ça va obliger les gens à devenir un peu plus sympathiques. Exactement. Mais c'est tant mieux. Tant mieux. Être plus sympathique, plus réactif. Ouais. Comme par exemple, je suis hyper réactif. Le week-end, j'ai quelqu'un qui a un problème, je réponds. Tu fais comment pour gérer aujourd'hui Est-ce que tu as délégué Alors j'ai délégué, j'ai délégué. J'ai quelqu'un qui m'aide pour gérer l'entrant, etc.
J'ai quelques locataires que je gère moi, parce que c'est moi qui leur a loué, Ok. tout simplement. Tout simplement, Tu vois, c'est moi qui leur a loué, etc. Et puis après, j'ai sous-traité à des sociétés de parking qui gèrent les parkings. Ok. Tu as fait un deal, j'imagine, avec eux au bout d'un certain nombre de parkings. Ça t'était. On va dire, tu t'amputais un peu d'une rentabilité, mais tu gagnais plus en temps et en tranquillité. Après, Quoi. j'ai pas négocié un deal personnalisé pour moi parce que j'ai pas voulu donner à un acteur beaucoup de place. Ok. Parce que je préfère Dispatcher les acteurs. dispatcher. On n'est jamais mieux servi aussi que par soi-même. Je me méfie un peu de ça. Et je suis pas non plus un institutionnel. Tu sais, moi, j'ai commencé, je suis quelqu'un de normal. C'est-à-dire que j'ai commencé avec une première place. Donc, je vois parfois des acteurs privés, institutionnels, mais privés, qui ont des foncières. Mais quand tu creuses un peu, c'est papa qui a filé 300 places en 78. Enfin voilà, Ouais. moi je suis un mec normal, d'accord. Donc j'ai pas des plateaux à donner à des gens. Parce qu'en plus, moi, côté atypique, c'est que j'ai acheté des places un peu partout, un peu à la découpe, parfois en lot, mais j'ai jamais acheté un immeuble de parking. Oui, oui, je comprends bien. Et comment ça fonctionne avec ces sociétés où tu délègues? Ouais. Comment ça fonctionne en fait? Ils Bah, prennent un ça pourcentage ouais, ils prennent un c'est eux qui pourcentage. gèrent tout de A à Ouais. Z. Ouais. C'est quoi le pourcentage moyen? 20. 20%. Ça dépend des acteurs, mais 20 par exemple. Ok. Tu vas donner. Alors, t'en as, ce qui est top, c'est que t'en as, tu vas carrément donner les accès, les bips. Ok. Et ils se chargent de trouver les locataires, de faire les Ils font switches. la et tout. totale, quoi. Ouais, Un c'est peu comme une 20. conciergerie finalement. Ouais, c'est ça. 20%. Ouais, c'est plutôt intéressant. C'est 20% sur le brut, évidemment. Ouais. C'est ça. Donc tout ça, ça a calculé C'est quand tu veux 20% mettre sur le brut, ouais. Sur le loyer. Ouais. Ok. Et à toi, à Sur partir les de grosses. quel moment, quand tu étais salarié et tu as cumulé ces garages et ces parkings et tu commençais à apprendre et à louer, à partir de quel moment tu as commencé à déléguer? Parce que pourquoi je te dis ça? Parce que j'en vois déjà certains penser au truc de c'est trop facile, j'achète le premier, je délègue directement, je me fais pas chier. Alors, Alors que c'est pas comme ça que ça faut pas fonctionne. déléguer, parce que déléguer, tu perds de la marge, tu perds de la rentabilité. Moi, je gérais moi-même jusqu'à la fin quasiment. Après, je bossais beaucoup, quoi. Après, Ouais, tu c'est sais, ça. en fait, le problème, c'est que les gens, ils veulent la fame, ils veulent la reconnaissance, la hype, ils veulent tout en même temps, quoi. Et ne rien foutre. Et ne rien foutre. Le moins possible. Surtout ne rien foutre. Mais bah, tu vas bosser plus, hein. Bien sûr, tout simplement. Ah ouais. Les week-ends, samedi, dimanche, par exemple, ouais, ça tu vas n'existe bosser. pas. Allez, en plus de ça, quand tu prépares un livre, t'as plus de vie. Ouais. Donc non, non, bah, j'avais plus de boulot. Mais après, en réalité, c'était bien organisé. T'as un bon fichier Excel. Pas besoin de prendre un abonnement d'un logiciel de gestion à 13 € par mois hors taxe. Laisse tomber. Tu prends un fichier Excel et tu mets tous tes locataires, tes trucs, tes charges, c'est carré. Faut être bon sur Excel. Ça, c'est utile. Ça, c'est important. Faut maîtriser. On en parlait justement tout à l'heure aussi avec notre invité qui parlait de ce fameux fichier Excel où aujourd'hui on peut tout modifier dessus quand même, mine de rien. C'est un outil qui est presque gratuit, entre guillemets. Bon, il peut aussi être payant, ça dépend, mais on va dire qu'il est gratuit. Et on peut faire des très grandes choses dessus, mais c'est vrai qu'il est très peu exploité. En général, encore une fois, la flemme de se pencher sur comment construire un petit tableau tout con, tout simple. Hein, qu'en peut-être 20 minutes, tu as fait déjà quelque chose, c'est mieux que de rien faire. Mais c'est vrai que ça, c'est trop souvent peu exploité. Revenons sur l'investissement, parce que les parkings, bon, c'est quelque chose d'exceptionnel. Tu as réussi à bâtir un très bel empire autour de ça. Est-ce que déjà, avant tout, tu as quelque chose à rajouter sur cet investissement-là avant de passer sur la suite? Non, c'est super investissement, première partie de ma vie, ou deuxième, et super investissement pour se lancer. Trop bien. Trop bien pour débuter. Maintenant, aujourd'hui, le Alexandre Lacharme qu'on connaît, ton portefeuille est fait de quoi? Il est fait des parkings qui me génèrent de l'argent. Bien sûr. Il est fait de portefeuilles en actions aussi, à travers des prises de participation dans des entreprises. Ok. Donc 10 entreprises et un fonds d'investissement qui lui-même a investi dans une vingtaine d'entreprises, je crois, à date. Les entreprises où tu as des actions, c'est des entreprises cotées en bourse? Non, c'est de private equity. Private equity. Okay. Ouais, c'est private equity. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un petit peu? Bien sûr, c'est pas des entreprises qui sont publiques, qui sont cotées en bourse, c'est des entreprises privées, des fonds privés. Et j'interviens en amont vraiment de l'investissement, c'est-à-dire en phase d'amorçage, donc pré-amorçage et amorçage, pré-seed et seed pour les intimes.
En gros, disons qu'une entreprise qui va se créer, qui va avoir vocation d'être une start-up. Start-up, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va vite. Ça veut dire que ça a starté, c'est up. Donc, c'est une entreprise qui crame beaucoup de cash pour développer sa croissance rapide. Et du coup, elle a besoin d'investisseurs. Public, tu peux aller chercher un peu à la BPI et autres. On a cette chance-là quand même en France qui est plus ou moins bien. Mais tu as aussi besoin de fonds privés. Donc là, tu vas chercher des gens comme moi qui ont fait du business, etc. Comme moi, ou beaucoup plus riches que moi aussi, surtout d'ailleurs, et plus vieux. Même si ça s'est rajeuni quand même. J'ai des potes qui ont 25 ans, moi, qui sont BA. Ah oui, ouais. Quand même. Pas beaucoup, mais... Des gens qui sont enrichis beaucoup. Ouais, j'ai des potes de 25 ans qui sont angels, qui ont 70 participations. Incroyable. Et du coup, j'investis à ce moment-là. Donc, comment le switch est fait? J'arrête de bosser 31 mai 2022 chez Technogym France. Je sors mon livre le 16 juin. Je fais 20-30 presse, radio, tout ça. Et après, en septembre, je me dis, qu'est-ce que je fais? C'est quoi ma vie? Je vois mes potes reprendre le boulot, aller en séminaire, kiffer, boire des coups le soir. Moi, je suis tout seul, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je vais faire une dépression. Et je me suis dit, tiens, je me souviens que mes clients, ma dernière boîte chez Technogym dans le fitness pour vendre des salles de sport aux milliardaires et aux très très riches, aux HNWA. Je me souviens qu'ils avaient deux choses, les milliardaires. Parce que mes clients, ils avaient entre 5 millions et 100 milliards. Ok. Voire très plus. très large. Ouais. Mais la plupart, c'était... la plupart de la typologie de mes clients, on était, oui, en dizaines de millions d'euros, jusqu'à en centaines de millions. Après, tu avais des milliardaires. Okay. Je prends le classement de challenge, tous étaient mes clients quasiment. Quand je te dis tous, c'est tous. Dans le sport? En fait, Technogym, c'est quand tu vas dans une salle de fitness, dans un hôtel, bien sûr. Tu fais du rameur, tu cours sur un tapis, tu fais du vélo. Technogym, c'est un des leaders mondiaux. C'est une marque italienne qui a 2500 salariés. Peut-être c'est une très belle marque. Mais ça me dit quelque chose. Ouais, c'est un logo jaune. C'est un logo jaune et noir. Technogym. Ah, ok. Ouais, tu l'as déjà vu. Si tu vois, c'est sûr. Tu l'as déjà vu. Et je pense que vous l'avez déjà vu. Et en gros, Technogym, c'est une entreprise qui est très B2B au départ, qui vend aux salles de sport, aux entreprises, tout ce qui est une grosse activité corporate, médicale, kiné, etc. Et en fait, ils ont développé, avec le Covid, ils ont développé le B2C. Parce que les gens sont à la maison. La salle, elle est fermée et tout. Et du coup, moi, j'ai été recruté, avant le Covid, en 2018, j'avais été recruté, pour développer en France, être vraiment dédié à un des commerciaux, on était deux commerciaux là-dessus, pour vraiment développer le business sur les particuliers. Mais qui va acheter du Technogym? Bien sûr. L'article moyen, c'est 7000, je crois. Et tu as des tapis à 20 000 euros le tapis de course. Ouais, c'est énorme. Donc, c'est une clientèle très, 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 très aisée. Et du coup, moi, j'allais chez les gens. C'est une histoire de fou, ce job. Vraiment. Toujours en porte-à-porte? Ah non. Quasiment. Non, parce que ça a passé par l'architecte d'intérieur. Tu vois. J'allais pas toquer chez... Ah oui, carrément. Je toquais pas chez les Arnaud. Hein. C'est pas possible. Donc, c'est l'architecte d'intérieur qui vient et qui dit bonjour, on a un client. Ils disent pas qui c'est, bien sûr. Qui a besoin d'une salle de sport, passer dans le 7e arrondissement de Paris, un hôtel particulier. Ils disent pas il y a un hôtel particulier, mais tu vois l'adresse sur Google Maps. Ouais, tu prends ta voiture, tu descends au parking, tu prends ta voiture de fonction, tu arrives, tu mets ton ticket au parking, tu rentres et tu vois un hôtel particulier à 30 millions d'euros. Et tu as l'architecte d'intérieur, le client il est pas là, hein, l'architecte d'intérieur qui dit voilà, on a 50 mètres carrés, vous allez faire quoi? Là, on va mettre un rameur, un truc, machin. Et après, tu apprends qui est le propriétaire. Parfois, tu le rencontres. Et moi, j'ai négocié avec, je dirais aucun nom bien sûr, mais j'ai négocié avec des business angels que tu connais, que tu vois dans les émissions de télé. M6 et autres. M6 et autres. Ces gens-là, j'étais assis comme toi et moi, on buvait un café et on parlait prix, tu vois. Bien sûr. Et là, il faut avoir confiance en soi. Pourquoi justement? Parce que c'est des gens qui ont tellement l'habitude de donner des ordres à tout le monde et d'être tout le temps au-dessus qu'ils ont tendance à vouloir écraser l'autre. Bien sûr. C'est inconscient, c'est indirect, je pense. Ils ont tendance à vouloir jouir de leur influence. Tu vois. Donc il faut être confiant et tenir le truc, parce que derrière, tu as ton patron qui t'appelle et tu peux pas lâcher 30%, sinon l'Italie te tape sur les doigts.
Donc non, mais c'était une super expérience. Franchement, je me suis éclaté dans cette expérience. Le lien, c'était quand j'ai discuté avec certains gros, j'allais dire poissons, patrons, poissons, ce que tu veux. Il y avait 2 actifs qu'ils avaient, c'était l'IMO et c'était d'avoir des boîtes et des actions et d'être investisseur. Et je me suis dit, à mon petit niveau, par rapport à eux, quand j'ai arrêté de bosser, mais je veux faire comme eux. Ouais, tout simplement. Je veux faire comme eux. Et alors, pourquoi je le ferais pas? Incroyable. Donc je suis arrivé, j'ai tapé sur Google Club Business Angel Paris. Il y avait 1 ou 2 clubs sympas. Je suis passé dans un club, c'était des jeunes de 30 ans. Ils étaient cool, bon délire, tutoiement et tout. J'ai fait, ouais, c'est cool en fait. C'est quoi ce délire? Sympa, c'est sympa. On n'est pas chez un banquier privé à Opéra, tu vois, c'est cool. Et du coup, et de fil en aiguille, je suis arrivé, j'avais un peu d'argent et j'ai investi. Il y a une boulangerie qui s'appelle Tranché. Ils sont venus me voir, ils m'ont pitché, j'ai mis un ticket. Okay. Resto c'est marocain, quoi les j'ai mis un tickets ticket. minimum à peu près globalement pour démarrer Global, sur la partie sur Angel comme ça, Ouais. ça a baissé. Ouais. Avant, il y a encore 5 ans, c'était 50 000. Okay. Aujourd'hui, en 2025, alors c'est difficile de lever en ce moment. Ouais. Mais moi, quand j'ai investi beaucoup en 2023-2024, tu commençais à intéresser une boîte à 10-15 000. Ok. C'est pas non plus quelque chose. 10-15 000, tu commences à être sérieux. 20 000, c'est bien. Ouais. Et après, 30 000, c'est bien. 50 000, c'est gros ticket. Okay. Il n'y a pas beaucoup d'invest qui mettent des tickets. Celui qui met des tickets de 50, c'est quelqu'un, en général, qui a vendu une boîte 5-6 millions d'euros. Oui, qui a quand même beaucoup et qui va dispatcher à droite à gauche. À peu près 5-6 millions d'euros de cash. Moi, les gens que je connais qui mettent des tickets de 50, c'est des gens qui ont 5-6 millions à placer, tu vois. Okay. Donc, c'est quand même assez peu de gens en France. Hein. Voilà. Et tu as parlé d'une boulangerie, mais du coup, c'était pas encore start-up? C'était une start-up. Non, c'était une start-up, mais c'est une boulangerie, mais en format start-up, c'est-à-dire avec une grosse roadmap d'expansion, Okay. ouvrir des points de vente tous les ans, etc. Mais c'était une start-up. Parce que j'ai investi aussi dans des boîtes tech, hein, des logiciels pour les CGP métiers d'ailleurs, dans une boîte qui fait un logiciel un logiciel métier pour les CGP. Ils sont super. J'ai investi dans des casiers connectés un peu locker, dans des médias. J'ai pris des parts dans des médias sur Internet, nouveaux médias de jeunes, qui ont des grosses chaînes YouTube. Enfin, j'ai fait Comment ça se passe? Tu parlais, Ouais. Tu t'es inscrit dans le club d'investissement, donc Ouais. tu rejoins ce club. Ouais. Aujourd'hui, il y en a quand même pas mal. Ouais. Tu arrives dans le club, tu commences à faire connaissance avec des gens, tu parles, tu discutes, tu bois, etc. Ouais. À quel moment quelqu'un vient te dire j'ai ça à te proposer? Ce sont des gens qui font partie aussi du club, ou alors c'est le club qui va sélectionner et filtrer les différentes personnes, voilà, qui essayent d'étudier les dossiers en amont? C'est ça, exactement. Okay. Exactement. En fait, c'est exactement comme tu le dis. Ça se fait très naturellement. C'est-à-dire que tu rentres dans le club, il faut qu'ils acceptent ton dossier, quoi. Et ils te disent, tiens, il y a un after work, tous les mois, je crois. Il y a un after work jeudi à 19h. Okay. Donc toi, tu y vas, tranquille. Et là, ils font venir. Donc là, tu as d'autres invests comme toi, donc tu te fais des potes. Moi, je me suis fait des potes. Je me suis fait un pote qui est contributeur de mon dernier livre, tu vois, sur la partie startup avec moi. Tu vois. Okay. On s'est rencontrés là-bas. Et après, eux, ils ont sourcé des deals en amont. Ils font la due diligence, ils étudient, etc. Ils facturent aux startups le fait d'aller leur chercher des investisseurs. Je sais pas combien ils facturent ça, j'en sais rien. Je sais pas, 3 000, 4 000, 5 000 euros, j'en sais rien. Okay. Et ensuite, leurs clients, c'est-à-dire les start-upers qui ont payé les frais pour être incubés, etc., machin, pour qu'on leur présente des BA qualifiés, parce que nous, on est qualifiés, tu vois. Et du coup, tu les rencontres. Salut Alexandre, voilà, j'ai créé une boulangerie, le concept c'est ça. Salut, j'ai créé un concept de bagel, un concept de trucs, ou des boîtes tech aussi, tu vois. Ouais. Et du coup, ça t'intéresse pas. Okay. Et toi, tu dis, moi, je dis la bâtie. Je dis, voilà, Et après, il faut que tu les séduises aussi, tu vois. Donc, toi, tu leur racontes un peu ton histoire. Tiens, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et après, c'est du fit. Hein. C'est du fit humain. C'est si ça matche bien, si t'y crois. Et t'es pas obligé de mettre des gros tickets. Tu vois, moi, je sais qu'il y a des boîtes. Tu vois, en général, c'est eux qui arrivent, qui te proposent. Ils te disent, on veut donner tant de pourcentage pour ce nombre-là. Ça vient toujours d'eux en premier, ou des fois c'est toi qui fais la proposition? C'est un mix, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un fit. C'est-à-dire que là, maintenant, c'est plus dur. Donc, je pense que là, ils sont plus en galère d'argent. Mais qui est en galère d'argent? Je pense que les start-upers là, ont plus de mal à lever. C'est vrai? Ouais. Et pourquoi? Parce que tu penses qu'il y avait beaucoup de liquidités, il y a eu une très grosse hype, et du coup, tout a été plus ou moins donné, distribué facilement, rapidement.
C'est ça. Et donc maintenant, les gens se sont épuisés, ceux qui ont beaucoup de sous. Bien sûr. Ou Il y a, surtout. il y a ça, et il y a le contexte aussi qui est anxiogène, le contexte politique et Ouais. économique qui est hyper anxiogène. Ok. Et moi, je vois par exemple, quand j'ai sur le deal flow entrant, donc c'est-à-dire que les sollicitations entrantes, par rapport au contexte en France, social, enfin, tu vois, même mondial, je suis réticent à mettre de l'argent là. Tu Ouais. vois? C'est plus de toi finalement. Ouais, c'est une On a analyse peur. de marché. Ouais, c'est un ressenti, c'est un contexte qui est un peu anxiogène. Et après, c'est effectivement, aujourd'hui, les dernières années, il y a eu beaucoup de liquidités. Il y a des start-upers qui ne devaient pas monter de start-up, mais qui ont monté des start-up parce que l'argent était facile, parce qu'ils ont eu la BPI qui a injecté artificiellement de l'argent alors qu'ils ne savaient pas vendre, ils ne savaient pas développer des boîtes. Moi, je vois plein de start-upers. J'accompagne aussi des start-upers sur la partie pitch training, c'est-à-dire comment pitcher un business angel. Je suis payé pour ça. Ok. Et moi, Par la boîte. par le une club boîte. Non, c'est un autre truc. D'accord. C'est une boîte en fait qui me paye pour que j'apprenne à pitcher leurs start-upers qui sont Ok. incubés. Mais c'est un autre truc. Ok. Mais je te dis ça parce qu'en fait, il y a plein de gens qui ont créé des boîtes et qui n'ont pas les compétences, Bien sûr. qui n'ont pas la personnalité, qui sont pas combatifs, qui savent pas vendre, qui sont pas bons en fait. Et en France, on sait pas vendre. Je suis désolé. Il y a un moment, faut dire. Je suis là pour dire la vérité. On forme de bons ingés. T'es un ingé ou en école de commerce? Moi, j'ai fait école de commerce. Ça va. Mais j'étais ingénieur d'affaires. Bon, ingénieur d'affaires, c'est commercial. C'est un vrai commercial. C'est un vrai commercial. Qui fait semblant d'être ingénieur. J'adore ça. Ouais, j'adore. Mais non, j'aime beaucoup les ingés, j'ai aucun problème. Mais il y a un moment, les amis, il faut qu'on se dise les choses. En fait, les ingés sont très bons dans ce qu'ils font, mais malheureusement, peu ont cette casquette commerciale pour vendre leurs compétences Ah oui, mais c'est correctement un et leurs problème. projets. Alors que c'est la base Mais de tout. c'est la base de tout. Ouais. Merci. Ouais, c'est C'est- ça. Tu peux être le meilleur ingénieur du monde. Mais si tu te vends pas, ça Si sert à tu rien. te vends pas, t'as raison de le dire, t'as raison. Si tu ne sais pas te vendre, Mm. et si tu ne sais pas vendre, mais c'est une catastrophe. Ça sert à rien. Moi, j'ai investi dans des boîtes. Ouais. Commercialement, c'est une catastrophe. Mm. Ils ont de l'argent dehors, il y a du recouvrement, et ils se prennent de la misère dans les boards par les co-invest, les lead invest. Bien sûr. De la misère. Moi, j'ai honte, j'ai envie de couper la visio. Faut apprendre à vendre, les gars. En Ouais. France, on ne sait pas vendre. À Londres, j'ai plein d'amis à Londres. Putain, va à Londres, ça. Ouais, Aux ça, on États-Unis, je voit. t'en parle pas, c'est encore beaucoup mieux. Mais en France, on ne sait pas vendre parce qu'on est de bons ingés, on est les meilleurs ingés, je pense, sur plein d'aspects, mais il faut savoir vendre. Et aujourd'hui, il y a plein de start-upers qui ont levé de l'argent trop facilement sur des decks, sur des prêts, alors qu'ils n'avaient pas les compétences pour lever. Et ensuite, ils ont déposé le bilan. Ça coûte beaucoup d'argent à l'État, la Startup Nation de Macron. Ça coûte énormément d'argent à l'État. À la BPI, c'est de l'argent public. Et ça coûte beaucoup d'argent aux angels aussi. Donc aujourd'hui, en fait, on a vu toute la casse qu'il y a eu. Et du coup, on a peur. Nous, Ouais, les les invests, gens on a sont- peur. On a peur, franchement. Normal. C'est tout à fait normal. C'est compréhensible. Mais en même temps, vu qu'on a laissé entrer énormément de personnes sur le marché, forcément, le taux d'échec aussi, il est très, très gros. Ouais. En général, on dit sur 10 startups, tu en as 9 qui échouent. Tu en as une qui va réussir, donc il faut bien cibler. Forcément, tu te dis, bon, tu vois, si tu me dis aujourd'hui, même le ticket d'entrée à 10-15 000, Moins maintenant. tu peux Ça a même à, baissé. Ouais. tu peux même à 5 000, par exemple. Ouais, 5 000, tu peux. Et après, tu sais, il y a des clubs maintenant qui te font investir à 1 000 euros, etc. Oui. Bon, faut faire gaffe aux frais. Hein. Je recommande pas forcément. Mais on va parler plus vraiment de l'angel. Tu peux démarrer à 5-10 000. C'est quelque chose que tu recommandes, cet investissement. Et en fait, à partir de combien j'ai de côté, je me dis, putain, ça, c'est un truc que je pourrais me pencher dessus. Potentiellement, ça me plaît. Non, je recommande pas parce que c'est trop risqué. Ouais. C'est trop risqué. Paraît-il, j'ai discuté avec des copains CGP d'ailleurs. Ouais. J'en ai pas beaucoup. Hein. Je les fréquente pas trop. Pourquoi ? Mais parce que moi, je préfère gérer moi-même et je trouve sûr. que parfois, ils vendent trop leurs trucs et je suis pas totalement aligné avec ce qu'ils disent. Mais C'est il y en normal. a des très bons. Il y en a des très bons et il faut le dire. Faut Et voir s'il est rémunéré à la com ou. voilà, tu vois, en fait, c'est ça qui me gêne. C'est ça qui est C'est ça gênant, qui me ouais. gêne. Tu vois. Ouais. C'est ce manque de transparence. Parce que moi, je suis un ancien commercial, donc je la connais la douille. Tu Bien vois. sûr. Mais il y en a un qui m'a dit, en général, Alex, on met entre 5 et 10%. Ok. Max. Ok. 5 et 10%. On expose 5 à 10% de son cash aux startups. Moi, j'ai mis beaucoup plus. Beaucoup plus. Toi, t'es gourmand, t'as vu l'effet de levier, tu t'es dit, Beaucoup plus. faut y aller, J'ai fait quoi. all-in, moi, j'ai fait à l'américaine. Tu vois. Incroyable. J'ai pas peur. Mais ça tu t'a vois. réussi ?
Ah, je sais pas, j'ai C'est pas en vendu cours. mes actions. C'est en cours, ouais. Aucune a déposé le bilan. Ok. Il n'y a pas de casse. Je suis pas sorti encore. Et à les écouter, après, tu sais, il y a beaucoup de blabla hein, dans les Bien sûr, startups. Hein, bien sûr. on enjolive. Hein. Bien sûr. Tu vas mettre ton argent, on vise un x4. Ouais. Puis 6 mois après, on va essayer de faire un x3. Et puis 6 mois après. On va essayer d'être rentable. Voilà. Ça commence à changer de discours. C'est ça, le discours, ça me nuise. Mais je suis pas encore sorti, j'espère sortir. Mais franchement, je recommande pas, sauf si vous avez. Je sais pas, il faut. Je pense que tu peux. Ouais. Après, ça dépend le ticket que tu mets, mais il faut plusieurs centaines de milliers d'euros de cash pour mettre des tout petits tickets. Pour être à l'aise un petit peu. Ouais. Ok. C'est super risqué. Hein, parce que tu Ouais. peux. En fait, c'est le casino. Ouais. Moi, tu vois, j'ai eu peur à un moment, tu vois, financièrement. Parce que. Puis moi, j'ai pas fait d'exit, c'est mon argent perso, c'est mon épargne, tu vois, c'est à la sueur, tu vois, c'est parking. Ouais, c'est dur labeur, c'est bien parking, sûr, tu vois, c'est pas papa, maman. bien sûr. C'est parking, tu vois. Donc, du coup, quand j'ai commencé à mettre 20, 15, 20, tac, tac, et j'ai tu sais, je faisais des virements avec ma boîte Shine, tout ça, conto, tout. Ah. À un moment, je vois, et là, j'ai fait wow. Et en plus, qu'est-ce que j'ai fait là? Ouais, j'ai eu très peur à un moment. Et en plus, le truc dangereux, c'est que plus t'investes, moi, je le mets sur LinkedIn. Ouais. Plus t'es contacté. Ah oui, bah oui, forcément. Ça fait une boule de neige parce que les gens ils disent waouh, le mec, c'est qui ce gars? Ouais. C'est qui la charme là? Il a fait 5 seeds. Tous les mois, il fait des trucs dans des boîtes de super sexy. Il est chaud. Il faut aller le voir. Il faut aller le voir. Et en plus. Et plus t'es sollicité, plus toi, tu t'excites aussi indirectement. Ça. Et en plus, tu as un bouche à oreille, c'est-à-dire que tu as les boîtes qui ont investi qui disent à leurs potes d'HEC ah tiens, va voir Alexandre parce qu'il investit. Ouais. Donc en fait, j'avais tout le deal flow entrant du référencement naturel grâce au truc de LinkedIn. J'avais tout le bouche à oreille des invests et moi, j'avais plus d'argent. Ouais. Et donc là... T'as envie de dire oui, mais tu veux plus dire oui. Et en plus, tu peux avoir ton orgueil si t'es fier. Ouais. Ça m'est arrivé une fois, ça. Et en gros, t'as des gens qui disent bon, alors t'y vas ou t'y vas pas? Tu sais, genre, t'es une merde ou t'as des couilles ou pas? Et il y a une fois, je l'ai fait comme ça. Tu vois, je dis vas-y, c'est bon. Et donc, c'est super dangereux. Ouais. Là, je suis sorti de ça. J'ai l'impression d'être, tu sais, ceux qui sont blacklistés à la Française des Jeux, tu sais, qu'on trop jouer aux millionnaires. Là. C'est ça, en fait. Tu vois, quand il parle, en fait, c'est quelque chose où tu peux vite être pris dans ce cercle-là. Et je pense, tu luttes contre toi-même et aussi par rapport à l'image que tu donnes. J'imagine, tu vois, tout ça, c'est l'humain, on est fragile, hein, forcément. À un moment donné, tu rentres aussi dans une caste sociale particulière. Tu as des gens en face, tu as l'impression que tout le monde met de l'argent. Et tout le monde met plus que toi, et tu as envie de mettre aussi plus que les autres. Ce que tu dis est super vrai. Et tu peux vite t'engrainer, en fait. Tu vois, ça, c'est un sujet, on n'en parle jamais sur YouTube. Ça, dans les podcasts, tu n'as pas entendu ce sujet. Non, jamais. Il est hyper important, en fait. Et il y a plein de gens qui le vivent. Ouais. Oui, bien sûr, c'est l'image, de toute façon. Et t'as raison, en fait, on vit à travers les réseaux. En fait, c'est l'ego, tu vois. Il y a un moment, c'est pour ça, moi, je suis sorti de ça et je suis beaucoup plus heureux. Mais à un moment, t'as un ego, tu te dis, ouais, tu sais, t'as envie de jouer des coudes, mais sauf que lui, il est beaucoup plus riche à droite, là, tu vois. Lui. Ils ont vendu une boîte familiale, 200 millions, tu vois. Toi, t'es comme ça, tu vois. Et tu veux pas lui montrer que t'es en galère, que t'as plus rien, tu vois. Donc, non, ça peut devenir très malsain. Donc, il faut rester humble. Mais je recommande pas de démarrer avec ça, tu vois. Bien sûr. Je recommande pas de démarrer avec ça. Non, je pense qu'il faut accepter quand tu démarres, je pense, dans le private equity. Ouais. C'est te dire, j'ai quand même des sous, vraiment, je peux perdre. Littéralement, quoi. C'est limite presque plus risqué que la crypto, voire autant. On est quasiment sur le même niveau de risque. Où les cryptos, c'est des boîtes jeunes, c'est un marché jeune. Quand on a des nouveaux projets, je parle. J'entends. Parce que moi, en fait, je compare beaucoup le private equity, donc les startups. Quand tu investis dans les startups particulièrement, c'est comme quand tu investis dans une boîte crypto jeune, c'est une startup aussi en soi. Donc, tu vois, c'est quand même assez risqué parce qu'on n'arrive pas trop à se projeter dans le temps. T'as pas trop fait de crypto? Pas trop, un petit peu. Bah, j'avais des potes dans les cryptos à fond. Ils me disaient achète des coins, Tailcoin, je sais pas quoi, je sais plus quel coin. Je sais pas si c'était du shitcoin d'ailleurs. Bref. Et ils se voyaient déjà milliardaires, les mecs. Ils disaient ouais, je vais acheter cette Ferrari là. Tu regardes déjà les voitures et tout, la maison et tout. C'est un peu comme les startups. Et ils se foutaient de ma gueule avec mes parkings. Ils me disaient ouais, toi avec tes parkings dégueulasses là, ça pue et tout. Bien sûr. Et ces mecs-là, je les entends plus. Ils ont repris un taf. Ils sont plus là. Ils ont repris un taf. Je les entends plus. Ouais. C'est des groupes WhatsApp là. Bien sûr. Et ils parlent plus. Il n'y a plus de notifs. C'est dur. J'ai eu chaud, tu vois. Donc, après, je connais pas hyper bien le monde des cryptos parce que tu sais, tu peux pas être partout. Moi, je préférais être bon dans un truc que moyen partout. Mais toi, t'en penses quoi, toi, des cryptos? Tu penses qu'il y a encore des trucs aujourd'hui à faire? Certainement, il y a plein d'opportunités. Il y a toujours des trucs, mais encore une fois, c'est comme tout. Il faut connaître le domaine un minimum.
et tu peux pas te lancer sur tout et n'importe quoi. C'est comme si aujourd'hui, il n'y a pas de club d'investisseurs, entre guillemets, comme pour les private equity, où en fait, il y en a de plus en plus, c'est ce que j'essaie de faire justement aussi, mais les gens quand ils se lancent en crypto, c'est tellement simple pour te lancer. Tu peux commencer avec très peu, mais en fait, tu peux vite aussi t'exciter, et quand tu t'y connais pas, bah, ça se transforme en mode casino. Et le problème des gens, c'est qu'ils commencent à investir un peu sur tout, en pensant que tout est bon et tout va péter et tout est le futur Bitcoin. Et surtout, les gens ne regardent pas les bonnes données. Donc forcément, ils vont investir en regardant le prix uniquement d'une crypto, la majeure partie du temps, en se disant « Ah ouais, elle coûte pas cher, donc elle peut aller à plusieurs centaines, voire milliers d'euros. » Et en fait, tout est faussé. Et les gens qui se lancent là-dedans, ils y vont en mode c'est un coup de chance. Je tente ma chance. C'est comme si, mais moi, je tente ma chance quand je joue au loto, si j'y joue. Mais je tente pas ma chance dans l'investissement. Dans l'investissement, c'est j'y vais de façon structurée, organisée, et j'analyse le projet. Et les cryptos, c'est vrai que c'est un monde qui est assez jeune. C'est des boîtes qui sont assez jeunes, qui sont en train de résoudre des problématiques qui sont juste énormes et futuristes. Parce qu'on est en train de parler de blockchain. Tu vois, la blockchain, c'est quand même l'Internet du futur. Il y a quand même pas mal de sujets à ce niveau-là. Donc c'est un peu, tu vois, c'est un peu comme si j'investissais dans des startups, mais axé sur le domaine de la crypto-monnaie. C'est intéressant le parallèle que tu fais entre les cryptos et la startup, parce que je trouve que c'est très juste. Et il faut être formé, en fait. Après, tu vois, ce que tu dis, c'est bien. Il y en a qui doivent perdre beaucoup, mais il faut qu'ils soient formés. Donc, toi, si tu peux les aider, par exemple, à comprendre comment ça fonctionne, à les encadrer, à les aider, c'est très bien. Dans les startups, il n'y avait pas de formation. Non, c'est ça. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas vraiment, en fait. J'ai l'impression que c'est dans le club, tu apprends des erreurs de ton pote qui, lui, était là depuis 6 mois dans le club ou 2 ans. Et je connaissais rien. Et parfois, les gens sont en cours d'apprentissage encore. Je savais pas, je suis rentré dans les startups, je savais pas lire, dans un club de business, je savais pas lire le juridique, j'ai pas d'équipe juridique avec moi, je savais pas lire le juridique. J'ai demandé à des avocats, ils voulaient me prendre 2 000 € par deal. J'ai dit, attends les gars, si je mets 10 000, tu me prends 2 000, t'es fou. J'avais pas de grille de lecture. Bien sûr. C'était pas mes métiers cibles. Donc moi, j'avais que mon intuition, le fit humain, etc. Et c'est hyper risqué. Donc je pense que j'ai pas vraiment le profil pour un investisseur dans les startups parce que je suis trop intuitif et je suis pas assez analytique. Mathématique. Je suis pas assez mathématique, moi, tu vois. Donc, par contre, j'ai beaucoup d'intuition et je pense que j'ai fait des... Tu vois, par exemple, je suis allé dans une enseigne de boulangerie. Tous mes potes, ils m'ont dit non, mais l'électricité, c'est en train d'exploser. C'est catastrophique et tout. Et c'est une des boîtes qui se porte le mieux, tu vois. Ouais. Donc, moi, le seul truc que j'ai pour moi, c'est mon intuition, mon gut feeling. Tu vois, bien sûr. Peut-être pas, faut pas se reposer que sur ça. Non, bien sûr, surtout pas. surtout pas. Mais parfois, le business, c'est aussi de l'intuition où tu ressens quelque chose chez quelqu'un. C'est comme dans l'association. Ouais. Une bonne association, c'est un qui est commercial, qui est communicant, qui parle bien, qui est intuitif, et un qui est rat de laboratoire, matheux, Excel, ingé. Stratège, exactement. C'est ça, une équipe. On n'a pas tous les mêmes qualités, tu vois. Si ton associé, il a la même personnalité que toi, tu vas t'engueuler toute la journée avec lui. Si tu as moi j'ai vu des boîtes où il y a 2 ingés ou ça geek qui sont derrière leur Counter-Strike, ils vont pas vendre, les gars. Parce qu'ils n'ont pas les codes. Et si tu as 2 vendeurs, beaux parleurs, blablateurs et tout... la technique derrière, ça va pas, quoi. Il faut un bon mix, ouais. Et il faut toujours le c'est des choses que tu regardes justement dans une boîte qu'aujourd'hui, comme il y a pitcher maintenant, bien sûr. Immédiatement, tu arrives à repérer. Moi, tout de suite, en fait, ça va très très vite, tu vois. Enfin, déjà, j'écoute pas trop ce qu'ils ont à me dire parce que ça prend trop de temps et puis j'ai investi. C'est quoi ta checklist? Tu vois, moi, je viens aujourd'hui. Toi, tu es là, tu es dans une position business job. C'est quoi ta checklist où tu te dis, je dois cocher ces cases-là pour potentiellement me dire, let's go? Ok. Alors, toi, ça dépend. Tu viens avec un associé ou tu viens tout seul? Tu viens tout seul? Je viens tout seul. Ok, tu viens tout seul. La checklist, la première chose déjà, faut que tu sois à l'heure au rendez-vous. C'est con, hein, mais... ça commence par là. Hein. Ça commence par là. Parce que ça en dit long. Ouais. C'est-à-dire que tu me respectes pas et que tu te respectes pas. C'est-à-dire que si tu arrives avec 30 minutes de retard, putain, je vais avoir peur comment tu vas traiter les clients. Ouais. Donc ça paraît con, tu sais, on revient à ça, mais je vois si t'es à l'heure, si t'es sympa. Si t'es sympa, tu te comportes bien, si tu parles à des gens, si tu leur parles comme à un chien, ou si t'es sympa, si t'as une bonne éducation. Et après, je vais voir si t'es structuré, si t'as bien bossé ton truc. Je vais essayer de comprendre, au-delà des aspects humains, tu vois, que j'ai checké. Je vais essayer de comprendre ton business, voir ce que t'as fait avant aussi. Je vais aller voir un peu ta backstory.
voir si t'as une tête bien faite et on va passer du temps ensemble, tout simplement. On va prendre un café, on va se revoir. Je vais voir si t'as une parole aussi. C'est-à-dire que si tu me dis, par exemple, tu vois, faut se méfier de l'objet brillant. C'est-à-dire, on passe un super moment, oh, on va faire ça. Et derrière, il n'y a pas d'acte. Tu sais, moi, j'ai des potes qui ont des podcasts et ils ont interviewé des gens assez connus. Et leur a dit, oh, super, on va faire ça. Et après, on va monter ça. Et moi, ils m'ont dit en off, silence radio. J'ai relancé 2 fois, j'ai lâché, tu vois, ils m'ont laissé en vue. Donc déjà, je vois si tu as une parole. Okay. Si tu as une parole, super, tu vois. Par exemple, là, on s'était dit qu'on faisait le podcast, on devait le faire à Lyon, vous êtes venu à Paris. Déjà, dans mon estime, tu es là. Je sais que tu es un gars sérieux. Donc, je vois si tu es comme ça. Et puis après, je vais regarder le business, etc. Mais en réalité, le problème en amorçage, en start-up, c'est que tu n'as pas beaucoup de données. Oui, c'est ça le problème. Moi, je ne suis pas expert de ta niche. Sauf si tu fais un truc dans le parking, mais j'ai pas beaucoup de données, donc il n'y a pas trop de BP. Puis s'il y a un BP, il va changer 10 fois et c'est un BP ChatGPT, tu vois. Donc en réalité, j'ai très peu. Le problème, c'est que j'ai très peu de data concrètes sur lesquelles m'appuyer. C'est pour ça qu'il y a très peu d'ingés qui sont BA. C'est surtout des vendeurs, des entrepreneurs. Bien sûr. Parce qu'il faut une personnalité, il faut être fou pour être BA. Oui. Faut une part de folie en fait pour être BA. Parce que si tu es trop analytique, précis, ce que j'appelle ingé, tu auras trop peur d'investir. Et tu auras raison. Donc, il faut une part de Jean-Pierre Nadir, tu vois. Bien sûr. Tu vois comment il est, le mec. Il faut une part de... Ouais, c'est du feeling et de la folie. Et, ouais, mais si t'es trop ingé, si t'es trop Excel, t'as pas ça. T'iras jamais. Bien sûr, ce qui n'est pas donné, en fait. T'iras jamais. C'est pour ça que moi, tous les potes que j'ai, qui sont des machines de prédiction, qui sont bien meilleurs que moi, ils me disent, mais t'es un malade mental. Ouais, je te suis dans les parkings, les trucs, je regarde le machin. Là, t'es un malade mental, t'as zéro data et tu veux mettre de l'argent. Donc, je pense qu'il faut... Ça correspond à un type de personnalité. Ouais, je comprends, bien sûr. Mais après... La moindre info, il faut aller la glaner. Et il faut aller chercher aussi, je te dis beaucoup sur le... Moi, si tu me pitches ton idée et que tu cherches 20 000 euros, par exemple, faut que je te valide humainement. Ouais, je comprends. Faut que humainement... là, ça part bien déjà. Une fois que... nickel. Non, mais tu vois, c'est important. Une fois que tu valides le deal, est-ce que on a des échanges à avoir ensuite? J'ai des comptes à te rendre régulièrement. Est-ce que tu es en droit de me demander comment se fait ce deal entre nous? Est-ce que tu peux venir, en gros, ouvrir ta gueule dans ma boîte demain, à tout moment, t'arrives et tu commences à me dire c'est de la merde, ou est-ce que tu... Le danger. Voilà. Le danger. Il n'y a pas de règle. Ah ouais. Ah, carrément. Chacun fait comme il veut, entre guillemets. Enfin, c'est vraiment comment on s'entend, toi et moi. Il n'y a pas de règle. C'est ça qui est dangereux pour les deux côtés. En fait, c'est dangereux. Moi, si je mets de l'argent chez toi, c'est dangereux pour moi parce que ça se trouve, j'aurais pas de news. Et moi, je veux pas un reporting tous les 6 mois. C'est pas possible, tu vois. Et pour toi, c'est hyper dangereux parce que ça se trouve, tu auras quelqu'un de très chiant. Bien sûr. Et ça arrive. Moi, je vois des boîtes où j'ai investi. Quand on fait des assemblées générales, t'as des fous furieux. Les gens crient. Mais Thomas, il y a de l'argent dehors, t'es pas un bon. Je dis, mais c'est un malade mental. Envoie-le en unité pour malade dangereux en HP, je sais pas où. Là. Non, mais il y a des fous furieux. Et moi, après, en tant qu'invest, ce qui est dangereux, c'est qu'effectivement, tu vois, par exemple, dans les 11 participations que j'ai, il y en a qui font des reportings tous les mois, super carrés, par mail ou sur Notion, ou tu vois, hyper carré, structuré. T'en as, il n'y a pas de news. T'en as, c'est une fois tous les 4 mois, c'est genre quand ils se réveillent, quoi. Et c'est red flag quand même, parce que, et en général, moins t'as de news, plus c'est mauvais. Ah ouais, à ce point-là? Des fois, t'as pas des bonnes surprises pour l'instant. Il donne pas trop de news, mais justement, ce qui est peut-être dans le guidon, il va à l'essentiel dans ce qu'il fait. Les boîtes qui se portent le mieux financièrement, parce que je regarde les chiffres quand même, j'ai les bilans, j'ai tout. C'est ceux qui sont carrés, j'imagine. Y a pas tu vois, quand c'est carré, c'est propre. T'as un petit cadeau pendant les fêtes, ils t'invitent à l'ouverture. C'est cool. Ils ont pris le temps de déjeuner avec toi, ils ont pris le temps, tac. Ils font des reportings carrés. Ils sont détendus. Là, c'est que ça roule. Quand il n'y a pas de nouvelles, c'est chaud. Ça veut dire que c'est le bordel en coulisses, quoi. Et toi, tu te permets d'aller aider autant que tu peux, contribuer au développement de la boîte sur, par exemple, tu sais, vu que tu peux les coacher sur la partie sales, par exemple, je ne sais pas. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait ou pas? C'est un bon sujet. Parce que moi, j'ai eu un intérêt, je t'explique pourquoi. Dis-moi. Où je me dis, ça peut être grave intéressant. Alors, soit le faire
gratuitement, soit même tu peux développer un business en rapport avec ça. C'est même peut-être mieux. Mais Bah, j'ai essayé de le développer le business. voilà, c'est ça. compliqué. Tu as pensé. Ouais, c'est compliqué. En fait, Parce que c'est, mine de rien, tu as tout à gagner, à vraiment tout faire pour les aider. Mais d'un côté, tu peux pas être chez tout le monde partout et je pense que tu finis par t'épuiser. c'est un sujet super intéressant que j'avais l'année dernière avec des potes investisseurs aussi. Un business angel à l'origine, c'est quelqu'un qui apporte de l'argent et de la smart money, comme on dit, c'est-à-dire des compétences, du réseau, etc. Sauf que, au départ, un business angel, c'est un vieux retraité qui a beaucoup d'argent et du coup qui a du temps. Ok. Moi, j'ai pas envie de consacrer tout mon temps et mes potes qui ont mon âge ou plus jeunes, ils n'ont pas envie. Le problème, c'est que je suis un ancien commercial. Tout travail mérite salaire. Donc, ce que j'ai dit aux start-upers, même des gens qui voulaient que j'investisse et tout, je lui dis, mais ils me disent, ouais, mais il faut que tu nous aides sur ça, 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 ça. Attends. Mais si je suis advisor, c'est-à-dire que normalement, il faudrait que je paye mon action moins cher. Comment tu justifies, on va parler financier, comment tu justifies financièrement que j'ai 1% de ta boîte pour tant d'euros, si je t'aide pas, je suis dormant, ou j'ai 1% de ta boîte pour le même nombre d'euros, si je t'apporte tout mon réseau, je t'aide, je vais dans ta boîte, c'est pas normal, c'est pas fair. Oui. Ok. Le problème, il est là. Ah oui, ce que tu es advisor, c'est quelque chose, et investisseur bien passif, sûr, en fait, c'est deux choses différentes. il faudrait, mais c'est ce que je dis à tous mes potes, c'est qu'il faudrait que si tu as ta boîte, si je suis dormant, j'achète mon action, je mets 15 000 dans ta boîte, j'ai tant d'actions ou tant de BSA, on s'en fout. Je suis dormant, je suis dormant. Tu voulais mon cash, tu as mon cash. Si tu m'appelles, je t'aide, il n'y a pas de problème. Voilà. Si demain, tu me sollicites comme un fou, tu me dis, Alex, ton réseau, ton truc, ton machin truc, à un moment, je vais te dire, soit je te facture du consulting, ou soit tu me donnes plus de parts. Ou soit tu me donnes plus de parts. C'est la négoce, on en revient à ça, quoi. Mais ça ne marche pas dans les faits. En France, aux États-Unis, ça marche. Aux États-Unis, ça marche. Et pourquoi ça ne marche pas en France? C'est les gens, ils culture sont du crevards, ils n'ont bénévolat, pas envie de... Ouais, voilà, c'est culture ça. du bénévolat. Payer pour un service, c'est compliqué. France, hein. c'est le sport associatif. Hein. Tu sais, le sport associatif à 200 balles l'année. En France, c'est du bénévolat, c'est l'impact, c'est on aide gratuitement, c'est Mère Teresa. Ouais. Moi, j'ai des factures, mon gars, j'ai des crédits. Hein, Ouais, il reste des crédits pour les parkings, tout le monde. Donc, moi, ce que je dis aux gens, c'est que parfois, j'ai eu des gros différends avec des startups, surtout des gens qui n'avaient pas encore investi, mais ils voulaient me chercher. En plus, dans mathématiques sur le parking. Des gens qui créent des boîtes sur le parking, tokenisation, parking, truc, machin. Les mecs, ils me disent, ouais, on fait ça. Je dis, ok, très bien, mais moi, tu sais qui je suis, t'as compris. J'ai un bouquin à la Fnac, je suis influenceur sur des trucs, j'ai du poids, j'ai une communauté, j'ai des groupes WhatsApp, voilà, tu connais. Donc, moi, si je t'aide, ça a de la valeur. Donc, soit tu me payes, t'as pas d'argent. Donc, voilà. Et en fait, là, ça parle chinois. Bien sûr. Parce que on n'a pas cette culture-là. On veut tout pour rien, tu vois. On veut tout pour rien en France. Ouais, c'est vraiment C'est un gros problème culturel. On ne sait pas donner, on n'a pas envie de donner et mon retour recevoir. En Mais fait. ils n'ont pas cette mentalité du commercial. On a été, toi et moi, ingénieur d'affaires commercial, attaché commercial. Donc on comprend. Moi, je monte une boîte, j'ai un mec qui me dit ça qui est hyper chaud, c'est OK. J'ai capté son discours. Oui ou non, tu vois. Mais quand tu as une mentalité d'ingénieur ou que tu comprends pas le business, bah tu vas dire, mais il se la pète, lui. C'est qui ce mec là? 100%. Mais c'est pas question de se la péter, c'est que je t'apporte du business. Bien sûr. Bien sûr. Les Italiens me disaient, if I grow, you grow. Tu vois, si tu grossis, je grossis. Incroyable. If I grow, you grow. Mais c'est ça en plus. Hein. If I grow, you grow. Avec l'accent. Mais c'est ça en plus. Hein. Et je reviens à une citation qui, je pense, va beaucoup te parler, mais c'est mieux vaut avoir 1% d'un océan que 100% d'un étang, quoi, tu vois. C'est beaucoup plus intelligent de se dire, OK, je préfère donner. Et ça, je pense que beaucoup doivent l'apprendre et doivent l'enregistrer dans leur tête. Aujourd'hui, on n'a pas envie de donner, des fois, céder des pourcentages de sa boîte en pensant qu'on est en train de se dégrader, de se faire voler ou de se faire violer, limite pour certains. Alors que, tu sais, faut revenir au truc, c'est genre, mec, si tu es tout seul, et dans tous les cas, si tu donnes 20% et que personne n'en veut, tu décolleras pas. Donc, si tu donnes 40%, mais derrière ta boîte d'école et fait des centaines de milliers d'euros, ça va au-delà de ton espérance. En fait, finalement, même si ton pourcentage il est plus faible, bah, ton gain va quand même être élevé. Et surtout, il y aura quelque chose. Mais bien sûr, mais c'est parce qu'on est des commerciaux, une fois de plus, il faut le dire toute la journée. C'est comme l'apport d'affaires. Il y a plein de gens qui ne comprennent pas l'apport d'affaires. Bah si, je t'apporte un business, j'ai une boîte, je te donne un pourcentage, tu me rétribues 10% sur tes zonos et basta. C'est normal, classique. Mais c'est normal pour toi et pour moi. Mais il y a des gens, je te jure, qui n'ont pas compte.
Et pourtant, ils veulent monter. Ils veulent lever 1 million. Ils sont dans la Startup Nation. Mais les gars, vous voulez lever de l'argent, vous voulez vous la raconter, grand Elon Musk et tout, et vous comprenez pas ces principes de base. 100%. Wow, vous êtes loin, les gars. C'est chaud. Hein. Arrêtez, reprenez un taf. Et tu attends quoi comme rentabilité aujourd'hui quand tu vas te mettre sur une startup ou même en private equity en général? C'est quoi le rendement à peu près attendu annuel? C'est dur à estimer, certes, mais on sait qu'il y a à peu près des chiffres plus ou moins. T'en as peut-être plus que moi des chiffres d'ailleurs. Mais moi, j'aimerais au moins faire un x4 sur mon invest. Après, c'est pas beaucoup parce que x4, quand tu vois que l'horizon de liquidité, il est environ à 5-7 ans. C'est ça. Ouais. Plutôt 7 ans d'ailleurs. Bah, x4 sur 7 ans. Ouais, c'est pas non plus. C'est pas du parking. Hein. Ouais. J'ai fait mieux. Hein. Ah, c'est vrai? Ah oui. Ok. Donc, c'est pas. En fait, l'erreur que j'ai faite, ça a été que j'ai pas. Tu vois, tous ces curseurs, je les ai pas assez mis en place. C'est con, je les avais mis dans le parking, tu vois. Ouais. Mais après, je sais pas, j'en ai eu ras-le-bol, tu vois. Ouais. Je me suis dit, vas-y, flemme, ça me saoule. Vous me saoulez, vos trucs. Et j'ai fait mon milliardaire. Ça a été dangereux d'ailleurs, mais ça va, je suis pas mort. Mais j'espère, tu vois, pour répondre à ta question, j'espère au moins, ouais, x4. Si je fais x4 sur mes actions par boîte, je serais content. Ok. Mais sur le global, on va dire. Sur le global, si je fais x4. Après, tu sais, les boîtes où tu fais x100 et tout, hypertech. C'est très, très rare. C'est très, très rare. Et en fait, il faut comprendre un truc, c'est que plus tu peux faire un multiple élevé dans des boîtes SaaS tech et tout, plus tu as des risques de casse aussi. Okay. C'est-à-dire que tu vois, quand tu investis dans un... Tu vois, j'ai investi dans des restos marocains. Ça s'appelle Choukran. À Paris, il y en a 2. Ils sont trop forts, les mecs. Ils veulent ouvrir un Marrakech aussi. Enfin, ils sont trop smart. Bah, la restauration, c'est dur, tu vois. Oui, la restauration, ça va pas être le prochain ChatGPT ou Facebook. Bien sûr. Par contre, c'est plus safe. Ouais. Tu vois. Oui, c'est quelque chose qui est plus maîtrisable. L'arbitrage, c'est que soit effectivement tu veux gros risque, gros potentiel de gain, c'est comme dans tout. Hein. Bien sûr. Ou alors soit tu dis, bah écoute, je vais prendre un truc un peu plus sécure. Bah, ce qui est bien, c'est de faire les deux. Tu vois, j'ai fait des boîtes tech aussi. Oui, c'est de miser sur le bon cheval, quoi. Et puis il y a aussi un truc dans les startups, c'est que une startup, pour qu'elle fasse vraiment des gros multiples, il faudrait qu'elle voie à l'international. Il y a très très peu de startups aujourd'hui qui se créent en France et qui ont une vision internationale dès le début. Et en réalité, il faudrait avoir une vision internationale si tu veux faire des multiples très forts. Parce qu'en France, le marché est très limité, tu vois. C'est vrai que la francophonie, ça limite énormément, alors que ah oui. Si tu fais anglophone, déjà, tu parles au monde entier. Donc un mec qui te valo sa startup très très cher et qui te fait croire à des multiples démentiels, à des séries A, des séries B, etc., et qu'il est sur un marché très petit français, t'as pas beaucoup de chances que ça performe, tu vois. Incroyable. Venons-en sur un point qui m'intrigue. On en a plus ou moins parlé vaguement, mais je pense que tu as quand même quelque chose à apporter là-dessus. C'est le mindset qu'il faut avoir aujourd'hui quand tu te lances dans l'investissement. Comment tu devrais réfléchir? C'est quoi la réflexion parfaite à avoir? Aujourd'hui, moi, je suis Alexandre Lacharme. Je suis un mec fonceur, déterminé. Je démarre, mais comment je me matrixe mentalement? Qu'est-ce que je me dis à moi-même quand je vais commencer à me lancer là-dedans et que j'ai envie de faire quelque chose? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup parlent de liberté financière et qu'on sait que le salariat va pas t'apporter cette liberté, forcément. Il faut mettre des choses en place. L'investissement en fait partie. Et c'est un très bon levier. Mais comment je dois réfléchir, en fait, finalement? Pour faire quoi? Pour investir dans quoi? Pour investir, en fait, me lancer dans l'investissement et oser faire les choses. Bah, il faut te servir de ton job si t'en as un, déjà. Moi, mon conseil, c'est si t'as... Ce que je dis dans mon livre, là, dans mon deuxième, c'est que si t'as un job, si t'es salarié, sers-toi de ça pour faire du crédit, du levier. Fais du levier, du leverage, j'allais dire. Fais du levier avec l'IMO. Franchement, fais-le, tu vois. Profite pour acheter soit ta résidence principale, c'est pas vraiment un investissement, mais fais du locatif, fais du parking, fais de l'appart. Et ce que je disais dans un petit réel que j'ai mis sur Insta là aujourd'hui, je disais, l'immobilier c'est très bien pour démarrer parce que tu peux emprunter avec de l'argent que tu n'as pas. Tu empruntes l'argent de la banque pour t'enrichir. Tu peux pas dans la bourse, tu peux pas dans les cryptos. Dans les cryptos, tu peux pas faire. Tu peux faire un crédit conso, mais. Non, mais c'est pas la même chose. Ah, puis c'est dangereux, tu vois. Ouais. Mais l'immobilier, là, les gens ils l'oublient trop. Tu vois. On n'en parle pas assez sur Internet. Ça, j'ai des combats comme ça. Tu vois. Bah, moi, j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup, mais c'est comme si on n'en parlait pas. C'est que les gens, j'ai l'impression, ne comprennent pas. Parce que les gens qui en parlent, ils savent pas de quoi ils parlent déjà. Moi, c'est mon expérience que je pense. Tu vois,
Tu sais, je suis incarné parce que j'ai passé des années là-dedans, tu vois. Donc, oui, t'as raison. On en parle, mais ça glisse, tu vois. Ouais, ça glisse. C'est comme quand tu regardes BFM TV, tu vois. Ça Ça. tout glisse, en fait. On dirait qu'il y a une logique, j'ai l'impression, où les gens n'arrivent pas à avoir ce déclic et se dire putain, mais c'est tellement bien. Parce qu'en fait, moi, je l'explique tout le temps. Les gens déjà ne comprennent pas les crédits en général. Parce qu'il y a plusieurs types de crédits. Et je pense qu'on entend tellement parler de crédits. Et tu sais, même dans ta boîte mail, tu reçois des fois de ta banque des crédits à taux, je ne sais combien, crédit conso, crédit machin, crédit. En fait, on englobe tout. J'ai l'impression que tout le monde englobe tout dans un seul mot, crédit. Mais ils font pas la distinction entre un bon crédit et un mauvais crédit. Bah, le mauvais crédit, c'est celui qui va t'appauvrir. Le mauvais crédit, c'est le crédit pour la télé. C'est le crédit pour l'iPhone où tu n'as pas les moyens de l'acheter. Exactement. C'est le crédit pour la voiture où tu n'as pas les moyens de l'acheter parce que tu as envie d'impressionner madame ou ton pote avec une Audi S3 ou je sais pas quoi. Tu n'as pas les moyens de l'acheter. Le bon crédit, c'est celui qui va te générer un revenu et qui va t'enrichir. Le bon crédit, c'est le crédit pour un parking, par exemple. Exactement. Pour un appartement. C'est le crédit, tu vas rembourser X euros et ça va te rapporter X euros, même une opération blanche. C'est bien, tu vois, une opération blanche. Opération blanche, ça veut dire que c'est ISO, ça te rapporte 0, tu vois. Et ben après, in fine, une fois que tu auras amorti le crédit, bah, tu seras propriétaire, tu vois. Ça. Moi, je voulais faire du cash flow. La vision, l'obsession, c'était qu'il y ait un cash flow positif, il y ait de la marge. Ouais. Mais le conseil que je donnerais, commencez par l'immobilier si vous avez des revenus. Si vous n'avez pas de revenus, c'est possible, tu vois, quelqu'un qui ne fait pas d'études, qui veut entreprendre direct et tout. Bah après, vous pouvez entreprendre, mais c'est difficile, mais faites-le. Si vous êtes chez vos parents ou quoi, faut le faire, quoi. Mais je trouve que avoir un job comme ça peut te permettre une petite OP immobilière, c'est pas mal. Même ta résidence principale, tu vois, on ne considère pas comme un investissement. Ouais, ça peut être sympa. Ça peut être sympa d'en parler parce que ça me saoule aujourd'hui d'écouter tout le monde dire que ta résidence principale, c'est ton investissement. Non, c'est pas. Pour moi, c'est pas du tout un investissement. C'est pas ton investissement. Mais si tu veux, c'est une manière de te sécuriser. Et c'est la plus-value est exonérée, tu vois. Ouais. Encore, ça va changer, je pense. Tu penses? Bien sûr, trop endetté en France. Ok. Ouais, forcément, il faut plus. On fait baisser l'imposition des sociétés, on fait augmenter l'imposition des contribuables. Okay. C'est une évidence. Mais aujourd'hui, c'est exonéré. T'achètes ton appart 200, tu le revends 5 ans après 300, sans net. Ouais. Sans net. C'est beau. Tu peux acheter 4 parkings. Ouais. Tu peux monter une boîte. Sans net. C'est énorme. Sans net. Et d'où l'intérêt de bien négocier aussi. Moi, la négo, c'est en filigrane, tu vois. De bien négocier ton bien en préalable. Mais bon, tu as raison. Quand on est conseiller en gestion de patrimoine ou conseiller financier, on ne considère pas que ce soit un investissement. Mais c'est quand même mieux que rien, tu vois. Bien sûr. Mais l'IMO, voilà, investissez dans l'IMO. Et puis après, les startups, ça vient vraiment en dernier, en bout de chaîne. Ouais. Sauf si vous avez envie de vous créer un personal branding et vous dire je vais être investisseur dans les startups, ça va apporter du business, etc. Mais c'est hyper risqué, quoi. Bien sûr. Par contre, ça t'apporte du réseau quand même d'investir dans les startups. Ça, c'est sûr. Ouais, super réseau. Et de la crédibilité. Okay. Et la preuve sociale, ça peut t'aider à vendre des livres, ça peut t'aider à donner des cours dans les écoles de commerce. Bien sûr. Donc il y a aussi. Tu as fait ça, donner des cours? Écoute, pas encore. J'ai fait 2-3 fois comme ça avec un prof, tu vois. Un peu, il m'a invité dans son cours. Mais je n'ai pas créé une récurrence encore. Mais j'aimerais bien. Je suis en contact avec plusieurs écoles de commerce. Ouais. Cool. Mais je serais très heureux de donner des cours. Et ouais. Ce serait des cours sur quoi? Sur la négo. Ouais. Sur le commercial. Ouais, okay. C'est la vente, le commercial. Je peux en donner sur le marketing aussi. Mais tu me verrais donner des cours de quoi? D'éducation financière? Ouais, ça, c'est un cours qui n'existe même pas. Il faut qu'on crée la matière. Hein. C'est exactement ça. Il faut créer la matière. C'est pas quelque chose qui Ça, c'est si je fais de la politique, ça, je mettrais ça devant. Ouais. Parce que ton dernier livre porte sur ça en plus. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Tiens, ouais, bien sûr. Le dernier livre, Construire ta liberté financière, c'est un livre qui t'explique qu'il faut. Il aurait pu s'appeler éducation financière, d'ailleurs, c'est plus juste. C'est sur l'éducation financière, sur tout ce qu'on n'a pas à l'école, dans les familles, qu'il faut apprendre à gérer ton argent. Ouais. Et que c'est magnifique. Et que apprendre à exceller ton ami, trace qui rentre, qui sort, apprends à épargner avant d'investir. Et une fois que tu es bien structuré, tu es bien discipliné, commence à investir petit. Et puis après, tu grossis, tu diversifies. Et en fait, ça te permet un truc assez fort de gérer ton argent, c'est qu'après, tu peux dégager du temps pour faire des passions, ton sport, tes loisirs, voyager. Et tu es heureux, en fait. L'objectif Enfin, moi, ma vision de ça, c'est de kiffer, en fait. Tu penses qu'en combien de temps, aujourd'hui, on peut devenir libre financièrement, pardon?
C'est un grand mot, c'est propre à chacun. Parce que la liberté financière, ça veut tout rien dire. 10 ans, mais c'est pas énorme, tu vois. Ouais. Tu commences à 25, à 35, t'es bien, ça va. Tu 35. commences à pouvoir ne plus te poser de questions si tu as envie de faire un petit voyage, Bah tu, oui. tu stresses plus, quoi. Et tu peux rester salarié. Tu sais, moi, j'ai voulu quitter le truc parce que j'étais un peu extrême, mais j'ai des potes à moi qui ont acheté des appartements un peu partout, à Dubaï, en Algérie, en Europe, où tu veux. Et aujourd'hui, ils restent salariés. Ils ont zéro stress parce qu'ils savent que ça tourne derrière Bien sûr. et ils kiffent leur vie, tu vois. Ouais. Donc, franchement, au bout de 5 ans, si tu veux rester salarié, au bout de 5 ans, tu peux déjà être bien, tu vois, plus sécure. Et si tu veux vraiment y aller fort et se faire un switch de vie, 10 ans. Mais 10 ans, c'est rien dans une vie. C'est que dalle. Sur TikTok, c'est beaucoup 10 ans. Oui. On a l'impression qu'il faut faire en 6 mois. Il faut en 2 secondes, tu vois. Mais dans une vie, en vrai, tu commences à 25. À 35, t'es bien. Ça fait beaucoup, tu vois. Ouais. Même tu commences à 30, à 40, t'es bien. C'est toujours mieux que rien. Tu commences à 30, tu commences à 40, à 50, t'es bien. C'est ça. En vrai, 10 ans, ça passe très, très, très vite, tu vois. Ouais, une décennie, c'est très rapide. Ce qu'il faut, c'est bien accompagner, bien se former, bien être bosseur, quoi. Tu vois, être bosseur. Au préalable, c'est-à-dire se former, tu vois, avec des pros, avec des livres, faut vraiment se former, quoi. Faut pas arriver, tu sais, genre, il y a là, c'est quoi le délire, tu vois. Ouais. Faut vraiment se former et après, faut être un gros bosseur. Okay. Faut vraiment charbonner. Tu vois, si tu t'intéresses moi, les cryptos, c'est pas trop mon truc, mais si tu t'intéresses aux cryptos, tu vas être passionné, quoi. Aller sur Twitter, suivre les tags, regarder. Faut être passionné, quoi. Faut être vraiment passionné par là où tu veux investir. Si c'est un truc fake, ça va pas matcher. Ouais, ça se verra dans tous les cas, ça se ressentira. Ça va se voir. Et même toi, tu vas être aigri. Bien sûr. Ton livre sur l'éducation financière, vends-le-moi. Ouais. Là, j'ai envie d'en savoir plus, mais donne-moi envie de l'acheter. En plus, toi qui es commercial aussi, donc forcément, tu as dû préparer ce discours. Parce que je pense que je sais pas ce qu'il y a dans le livre, je l'ai pas lu honnêtement. Faudrait que je le lise. Mais moi, j'ai plein d'idées, de choses. J'aimerais savoir déjà si tu as des exemples auxquels moi, j'ai potentiellement auxquels j'y pense. Ouais, tu vas me dire après. Je te dirai après, justement. Ouais. Mais qu'est-ce que je peux voir dans ce livre? Pourquoi je l'achèterais? Qu'est-ce que je peux y trouver dedans qui peut me changer la vie? Ce livre, c'est pas un guide exhaustif avec toutes les classes d'actifs. Ouais. Aujourd'hui, dans les livres sur les finances perso, tu as beaucoup de livres, c'est les classes d'actifs. Il y a ça. Ok. Moi, c'est un livre qui va vraiment te donner un déclic fort, qui va te dire, en réalité, pense à toi, sois un petit peu égoïste, fais ton argent à toi, et après, ça va te permettre de kiffer ta vie, d'avoir du temps. Et c'est un livre vraiment qui t'enlève tout l'ego, tout l'orgueil, tu vois. Moi, avant, j'avais de l'ego, de l'orgueil, je voulais être le premier, etc. Et maintenant, que j'ai assez d'argent pour vivre, etc., je kiffe. Donc, c'est un livre qui est assez psychologique, qui est assez intime, qui n'est pas un livre pour te rendre milliardaire, mais qui est un livre pour te rendre beaucoup plus heureux et te faire dégager du temps. C'est vraiment un livre qui est facile à lire. Okay. Parce que j'ai un bac L, donc j'adore écrire. J'écris beaucoup de chansons avant, tu vois, c'est fou. Hein. J'écrivais de la musique. Et donc j'adore écrire. C'est pas une plume qui l'a écrite, une plume c'est quelqu'un d'autre. Donc il se lit facile, tu peux le lire comme un roman. Okay. Et il va te transporter, il va te raconter une histoire, le livre. Ok. C'est un peu, et tu vas te projeter. Est-ce que c'est un peu ton histoire aussi à travers ce livre? C'est mon histoire, mais chacun peut vraiment s'imprégner de cette histoire. Et c'est vraiment un voyage, en fait, le livre. Okay. C'est pas un guide pratique un peu dur, tu vois. C'est pas le... J'avais essayé de faire de la finance d'entreprise à un moment. Ouais. Il y avait un livre qui s'appelait Le Vernimen, je sais pas quoi. Non, je connais pas. Il y avait un livre tu sais, avec la finance d'entreprise, très technique sur la finance d'entreprise. Oh, horrible, des livres comme ça, tu achètes sur Le Bon Coin d'occasion à 50 €. Même d'occasion, il est à 50 €, c'est comme ça. C'est balèze. Et non, moi j'ai fait un bouquin, il est facile à lire et il est super humain. Moi, en fait, si tu veux, ce qui me différencie des autres, c'est le côté humain et mec random, tu vois. Oui. Tu te donnes pas, tu joues pas un rôle et puis surtout t'es comme tout le monde, quoi, en fait, finalement. Je suis pas, tu vois, c'est ce que je te disais. Tu parles à monsieur, madame, tout le monde comme toi, exactement, en fait. c'est ce que je te disais, c'est grand public, c'est ce que je te disais au début, c'est que t'as beaucoup d'acteurs qui parlent de finances perso et qui font partie de l'élite et qui ont un discours très élitiste. Et moi, je viens de parler de finances perso en Nike Dunk, en short, et j'ai sûrement plus d'argent qu'eux et j'ai fait plus de choses qu'eux. Bien sûr. Tu vois la mentale? Ouais, bien sûr, ouais.
Ouais, je trouve ça vraiment, non, c'est vraiment intéressant. Ça donne envie en tout cas d'aller voir et découvrir ce qu'il y a dedans, comprendre l'histoire et comment, Voilà. Je sais pas si comment, je te l'ai bien vendu, mais comment ça se fait. Bah, en tout cas, ça donne envie. voilà. C'est intriguant et Ah ouais, c'est hâte de savoir je me ce qu'il suis y a pas dedans, préparé justement. au pitch. J'ai jamais fait un pitch pour vendre mon truc. Pour ton Je te livre. jure, je l'ai pas préparé. C'est vrai, incroyable. Enfin, Aujourd'hui, tu es arrivé à un stade où tu as quand même. J'aime pas le mot sacrifice, moi j'utilise le mot concession. Tu as fait beaucoup de concessions pendant de nombreuses années pour construire ton empire et en arriver là où tu en es aujourd'hui. Comment tu as réussi à trouver cet équilibre aussi entre le perso et le pro? À quel moment tu te dis, OK, il faut que je fasse attention avant que ça dérape et aller dans un extrême plutôt qu'à un autre? Ouais. Tu vois, est-ce que c'est important aujourd'hui? Moi, je prends l'exemple de personnes qui sont en couple, des gens peut-être qui sont mariés ou peu importe. Ouais. Des fois, on a l'impression qu'il faut être tout seul et à 4000 km/h et ne rien faire. On fait plus de soirées, on n'a plus de potes, on va plus de boire de verre, etc. Ça, c'est une solution qui est extrêmement radicale, mais c'est comme tout, je pense. C'est comme le régime. Si tu fais un régime extrêmement radical dès le début, tu vas durer 2 semaines, 2 mois et après, tu recommences à refaire des conneries. Toi, comment tu as réussi à trouver cet équilibre? Radical, tu tiens pas sur la durée. Ouais. Tu tiens pas 10 ans. Toi, je t'ai dit 10 ans pour. Oui. Tu tiens pas 10 ans. Ouais, c'est pas Radical, tu possible. tiens 1 an, 2 ans après, t'es burn-out. Ok. Burn-out. Moi, j'ai toujours eu la plupart du temps une vie privée, tu vois. J'ai pas encore d'enfants. J'en veux, je vais en avoir. J'ai un peu différé, tu vois, le projet parce que j'étais trop occupé. Mais oui, j'ai toujours eu une vie privée, des amis. J'ai fait beaucoup de sport aussi. Tu vois, le sport, je pense, ça m'a discipliné en fait, le sport en réalité. Moi, le sport, ça m'a vraiment discipliné. Je pense que sans le sport, je serais pas du tout la même personne et j'aurais pas. Parce qu'en plus, tu fais du jiu-jitsu brésilien, donc c'est un art martial où tu passes des ceintures, tu sais, t'as blanc, bleu, violet, marron, noir. Tu vois, il y a une discipline. Et je pense que cette espèce de discipline, c'est un peu comme à l'armée, quoi. Ça m'a vraiment montré qu'il y a, genre, il y a des jalons, tu vois. Et ça, j'ai pu les transposer financièrement. Tu vois, tu passes de blanc à bleu. Je dis, je passe de 1 000 euros de revenus passifs par an à 2 000. Et tous les ans, je me mettais des objectifs. Ok. Et je me disais, tu vois, par exemple, cette année, j'ai 2 000 euros par mois de cash flow positif, net. L'année prochaine, j'en veux 3. Qu'est-ce que je vais faire? Faut que je rachète combien de parking en fait? Et là, j'ai fait mes calculs, tu vois. En disant, pour passer de 2 à 3, il faut que j'en rachète tant, etc. Donc, tu vois, pour répondre à ta question, je pense que le sport en side, ça m'a vraiment structuré, quoi. Et moi, je vois mes potes, par exemple, qui font pas de sport, sont moins combatifs et en fait, sont moins. En fait, le sport, enfin, moi, comment je le fais, hein, ça me donne une espèce d'endurance à l'effort. Ok. Genre, je suis un guerrier dans le truc. C'est-à-dire que quand je veux un truc, je lâche rien. Et réussir, c'est répéter tout le temps la même chose, tu vois. Ouais. Tu vois, t'es commercial, boum, tu te prends un vent, t'es éclaté. Le lendemain, tu te réveilles, boum, boum, boum. Et en fait, c'est ta répétition qui fait que tu y arrives. Et chez moi, j'ai une capacité, je pense, à répéter l'effort qui est supérieur dû au fait de faire du sport tous les jours. Tu vois. Incroyable. Le sport, tu t'es mis quand au sport? J'ai toujours fait beaucoup de sport. Mais jiu-jitsu brésilien, là, je suis ceinture noire depuis 6 mois. Et je m'entraîne 1 fois par jour, souvent. Ceinture noire? Ouais. Incroyable. Je m'entraîne beaucoup. Et j'ai commencé en 2013 en même temps que les parkings. Ok, ah oui. Et tu vois, il y a peut-être un lien. Ouais. Pour moi, il y a un lien. Ouais. Parce que j'ai commencé ce sport qui est quand même super dur en même temps que les parkings. Ouais. Je sais pas si c'est un hasard, mais... Ça t'a aidé à décompresser, je pense aussi, en fait, à certains moments. C'est ça m'a aidé, exactement. Ça m'a aidé à décompresser, t'as raison. Parce que j'avais quand même les parkings et le taf de commercial. Donc, quand j'allais au sport, j'étais content et je sortais de ma séance à 22 et je rallumais pas mon tel pour voir les notifs parce que genre, je voulais rester dans le bien-être physique, tu vois. Sûr. Et aussi, ça m'a aussi aidé un peu en me disant, tu vois, tu répètes les techniques et tout, et vas-y, ramène ça à l'argent, tu vois, au business. Ouais. Tu vois, ça m'a vachement aidé. Ouais, c'est vrai. En fait, il faut se challenger, il faut se mettre des objectifs. Ça, c'est une chose que tu as répété plusieurs fois, consciemment et inconsciemment aussi. Inconsciemment, je pense au début. Là, je le conscientise depuis 2 ans, tu vois. Mais avant, en fait... C'est ce qui te permet de driver, en fait. Ça te permet d'avancer. Parce que si aujourd'hui, tu te mets pas un objectif, encore une fois, je pense que tu reviens au pourquoi tu as envie de le faire. Finalement, c'est la base de tout. C'est le fameux why, quand on dit en... Ah, ça a toujours été très clair chez moi. Ouais. Ça, t'as raison. Ça, c'est...
Moi, en perdant mon père en 95 quand j'ai 9 ans, c'est une injustice terrible. Et je me dis, c'est pas possible. Je suis en colère, tu vois. C'est pourquoi il m'arrive ça. Et le why, il est là, tu vois. Ouais. Et ça, c'est clair, c'est identifié. Et ceux qui n'ont pas ce why identifié, parce qu'ils ont une vie cool, ou parce que, je sais pas, qu'on a tous des problèmes, tu vois. Il faut arrêter. Enfin, je suis pas une exception, tu vois. Bien sûr. Mais je pense que c'est l'opportunité d'avoir eu ce why très clair. Mais quand t'as pas de why et que t'as pas d'objectif, moi j'en connais, ils vivotent. Hein. Ils sont bons, tu vois, mais ils vivotent. C'est-à-dire que, ah oui, l'année prochaine, ça vivote, tu vois. Et après, ils disent l'année prochaine. Et puis ils ont 40 ans, après, ils sont fatigués. Ouais. Donc, non, t'as raison, t'as raison. Ça fait toujours un peu cliché de dire ça, mais il faut avoir une ligne très très claire. Moi enfin, la vie a fait que. Mais après, tu sais, dans les parcours d'entrepreneurs qui ont vraiment réussi, souvent il y a eu des gros problèmes. Hein. Il y a eu des grosses failles, il y a eu des problèmes des injustices. C'est un point commun quand même ceux qui ont vraiment réussi beaucoup plus que moi, tu vois. Ils ont eu souvent. Tu sais, j'ai côtoyé beaucoup de gens très aisés, etc. Qu'est-ce que tu vas acheter un parking quand ta papa, il a 25 000 par mois, maman, elle est au foyer, elle n'a pas besoin de bosser, tu vis dans un appart qui vaut 2,5 millions dans le 16e. Qu'est-ce que tu vas aller acheter? C'est normal. C'est tout à fait normal. Bien sûr que c'est normal. Je leur jette pas la pierre. À leur place, j'aurais fait pareil. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, ce que je dis à chaque fois, c'est une opportunité d'avoir moins que les autres, de te bouger, tu vois. Ça te donne la rage. Bien sûr. Et puis eux, ils jouent aussi, ces personnes-là, sur un autre terrain. C'est pas la même ligue. C'est pas, et donc pas la forcément, même eux, ils vont voir des problèmes différents et ils ont des challenges qui sont aussi différents et ils ont aussi d'une autre taille. Voilà, mais, exactement. Tu vois, je mets pas une échelle de valeur ni un jugement de valeur. Non, bien sûr, bien sûr. Mais c'est compréhensible ce que tu dis, quoi. Moi, je comprends totalement. C'est que vraiment. Moi, c'est ça, tu vois. Moi, j'avais et j'ai des copains qui ont beaucoup, beaucoup d'argent. Tu vois, j'ai un ami qui a hérité, qui a 30 millions d'euros à peu près. Et du coup, lui, c'est la gouvernance de la succession du père et la gouvernance du family office familial, tu vois. Bien sûr. Donc, comment, d'un point de vue fiscal. Perdurer, etc. Et ça le stresse. Bien sûr. Et ça le stresse, il est pas bien. Et, bien sûr. Et on pourrait se foutre de sa gueule, tu vois. Enfin, c'est facile de se foutre de sa gueule. Mais il a aussi ses problèmes, tu vois. Je critique pas. Ouais. Je critique pas. Mais en tout cas, moi, me concernant, moi, je parle de ce que je connais. Je trouve que avoir pas grand-chose, c'est une opportunité. Après, avoir rien du tout, et puis il faut avoir confiance en soi aussi, tu vois. Parce que le problème, c'est quand t'as rien, souvent t'as pas confiance en toi au début parce que la société t'es pas représentée. Tu sais, tu dis j'y arriverai jamais. Bien sûr. Donc, et c'est pour ça qu'on en revient au métier de sales. C'est que moi, au début, j'étais éclaté au sol en vente. J'étais trop nul, j'arrivais à rien. J'étais nul. Et je me souviens, mon boss de l'époque, il était derrière moi pendant 3 ans, là, Alexandre. Et il me disait, Alexandre, prends confiance en toi, tu vas y arriver. Là, c'était bien, il débriefait chaque call pendant 3 ans. Incroyable. Chaque call. C'était un bon. Chaque call. Il me disait, là, tu vois, prends confiance en toi, tu vas y arriver. Voilà. Et un peu de. Moi, j'étais pas comme tu me vois aujourd'hui, hein, rien à voir. Beaucoup plus timide. Ah, rien à voir. Hein. J'étais. J'étais plutôt comme toutes les équipes ici, un peu plus timide qu'aujourd'hui chaud, tu vois. Et si tu as confiance en toi, que tu as une vraie volonté, tu vois, un vrai why, tu l'appelles comme tu veux, et après que tu as la rigueur, tu vas tout casser, tu vois. Tu m'as partagé beaucoup de belles choses. Moi, j'ai envie de finir sur une dernière question. C'est aujourd'hui, avec tout ce que tu as pu traverser, tout ce que tu as pu vivre jusqu'à maintenant, quelle a été la décision la plus smart que tu as pu faire dans ta vie? La décision... Ah, waouh. Il y a plein de choses. C'est que j'en vois deux. Hein. Mais s'il faut que j'en choisisse un, j'en vois deux. Tu peux dire les deux, parce que j'en vois deux. En fait, il y en a deux. La première, c'était de commencer à investir. Ok. Ça a été premier invest. Le premier parking. Parce que ça a été l'élément déclencheur pourquoi on est là. Et la deuxième, ça a été de quitter mon job et d'entreprendre, de prendre mon courage et de dire ciao à mon employeur et de me retrouver entrepreneur. Et j'ai trop flippé. Parce que quand on entreprend, on a peur, on dort mal, on a mal au dos. Je suis mal au dos. Je te jure, j'ai eu... Tu découvres des nouvelles choses. Ah, j'ai eu des douleurs, mais de l'enfer. Parce que t'as trop peur. Tu vois l'argent qui descend. T'as plus de potes. Tous tes potes, ils travaillent. Toi, t'es à la maison à
À 14h, t'es à la maison, t'as mal aux yeux. Et donc, ces deux décisions, ça a été de commencer à investir il y a 12 ans. Et après, de prendre mon courage à deux mains et de dire, OK, j'ai assez d'argent en revenus. Ils m'ont pas viré, hein, tu vois, ils étaient contents de moi. Je faisais les chiffres. Et de me jeter dans le grand bain en disant, vas-y, prends courage à toi. Et tu vois, j'aurais même pu mettre une troisième, ça a été d'écrire des livres. Ok. Parce que je le souhaite à tout le monde. Il y a un Français sur 3, je crois, qui veut écrire un livre. Quand tu racontes, tu vois, l'histoire que je te raconte, je la raconte aussi dans mes livres. Et je prépare un livre où je veux vraiment raconter, pour le coup. Vraiment raconter. Okay. Je pense qu'on va sortir de la finance perso, on va vraiment raconter les vrais trucs, tu vois. Le tout, dans les détails. Et quand tu racontes ça, et que tu as des gens que ça aide, tu vois, imagine-toi un jour, tu as 50 ans, je te le souhaite, tu vois, tu as bien réussi dans tous tes business, ton podcast, c'est un truc de fou, ta boîte, ça cartonne. Tu racontes ton histoire, et tu as un jeune qui était comme toi à 20 ans, c'est ça. Et qui t'envoie un pavé. Moi, je te montrerai. Un pavé comme ça sur Insta, dans la boîte spam. Et qui te remercie. Et qui te remercie, tac, 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 tac. T'as envie de pleurer. Ouais. Tu te dis, c'est mieux que gagner un loyer. Ouais, carrément. Et ça, c'est fou. Rien que pour ça, je me dis, je peux... Ça et avoir des enfants bientôt, je me dis, je peux partir. J'ai fait mes plans, c'est bon. Tu vois, je suis content. Trop bien. En tout cas, c'est vraiment top ce que tu partages et ce que tu as partagé. Je te remercie pour la valeur que tu as apportée. C'était vraiment exceptionnel. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose pour finir? Est-ce que tu as quelque chose en tête? Un sujet que tu aurais aimé évoquer? On n'a pas eu le temps d'en parler. On a fait pas mal on a pris le temps. Hein. On a fait pas mal de trucs. Donc, merci à toi. Merci, merci d'être venu jusqu'à Paris. Merci. Je suis trop content qu'on ait fait cet épisode ensemble. Je suis pas du tout déçu. Bien au contraire. Pareil. Et voilà. Découvrez mes livres. Dites-moi ce que vous en pensez une fois que vous les avez lus. Et en toute transparence, ça me fera hyper plaisir. Voilà. Trop bien. Eh ben, merci beaucoup, Alexandre. Encore une fois, très content de t'avoir accueilli. C'était un vrai échange très constructif et j'ai vraiment kiffé aussi parce que j'ai appris beaucoup de choses. Et à toute l'audience, encore merci d'avoir écouté jusqu'au bout le podcast. Si vous avez aimé et vous en voulez encore d'autres, forcément que des personnes toujours aussi qualitatives, n'hésitez pas à vous abonner. Il faut le faire, c'est important. Et comme ça, vous serez toujours à l'affût de ce qui va arriver par la suite. Encore une fois, merci beaucoup. On se dit à très bientôt.